Au 3e jour de ma mort, ma mère partiale a enfin trouvé mon cadavre. Mon frère et moi avions eu un accident de voiture ensemble. J'étais à l'article de la mort et j'avais besoin de soins urgents, mais ma mère, qui est directrice de l'hôpital, a appelé tous les médecins et infirmières au chevet de mon frère pour le soigner, lui qui n'avait que de légères égratignures. Allongé sur la civière froide, j'ai supplié de toutes mes forces, « Maman, sauve-moi », mais elle a tourné la tête pour me regarder et a crié avec impatience, « Tu ne peux pas arrêter de faire des bêtises. Sais-tu que ton frère s'est écorché la peau ?» Sur ce, elle s'est retournée et ne m'a plus regardé. J'ai senti la température de mon corps chuter, ma vue s'est brouillée, à la fin, je suis mort dans ce coin où personne ne m'a trouvé. Mais j'ai su plus tard qu'en apprenant ma mort, ma mère, qui me détestait le plus, est devenue folle. Soudain, dans la salle d'opération, j'ai repris connaissance. Je me suis redressé lentement, et j'ai vu mon propre corps, encore étendu sur la table d'opération. Pâle et sans vie, comme attiré par une force mystérieuse. Traînant mon âme encore endolorie, j'ai flotté hors de la salle d'opération et je suis arrivé près de ma mère. À ce moment-là, ma mère regardait mon frère avec inquiétude sur son lit et lui parlait d'une voix si douce qu'elle m'était étrangère. « Iki, tu dois te réveiller vite. Quand tu te réveilleras, maman obligera cet animal à s'excuser personnellement auprès de toi. » À ses côtés, mon père était très impatient. « Si Suxianjian, cet animal, vient, il ne fera que gêner. Sans lui, Iki ne se serait pas blessé aussi gravement. Si seulement il était mort une bonne fois pour toutes. » Moi, sur le côté, j'ai souri avec sarcasme. Il s'avère que mes parents s'étaient déjà fait une opinion préconçue et m'avaient rejeté toute la faute. À ce moment-là, les membres de l'équipe de secours étaient tous réunis dans la chambre de Suyankyu. Sans l'ordre de ma mère, personne n'osait partir. Jusqu'à ce que le médecin entre avec les résultats des examens et informe ma mère que Suyankyu n'avait rien de grave. Ce n'est qu'à ce moment-là qu'un membre de l'équipe a osé mentionner mon nom avec prudence. « Capitaine, il semble que Xianyan soit très blessé. Voudriez-vous aller le voir ?» Ma mère a immédiatement abandonné son attitude tendue et est même devenue un peu impatiente. Quel tour cet animal nous joue-t-il maintenant? Ne sait-il pas le mal qu'il a causé à son frère? Et il ose encore faire des bêtises. Je la fixais. Je ne ressentais plus de tristesse, seulement un vide dans la poitrine, comme si on m'en avait arraché un morceau. Suyankyu et moi nous sommes blessés en même temps. Il est clair que j'étais plus gravement atteint que lui. Pourquoi affirmait-il que je l'avais blessé? Peut-être pour les apparences. Ma mère, finalement, avec résignation, a appelé sur mon téléphone. Mais quand l'infirmière a répondu à l'appel des proches, ma mère n'a pas attendu qu'on parle à l'autre bout du fil et a commencé à insulter. « Suxianjian, ne peux-tu pas te comporter comme un grand frère? En plus d'avoir failli faire en sorte que ton frère se brise un os, tu as encore le culot de faire ces bêtises. » Après m'avoir réprimandé, elle a raccroché le téléphone immédiatement, sans la moindre trace d'inquiétude. De plus, elle a ordonné à tous les secouristes de rester dans la chambre de mon frère au cas où. Moi, flottant dans les airs, j'ai retroussé les lèvres sans ressentir la moindre émotion. L'infirmière a rappelé, « Directrice Meng, votre fils Suxianyan n'a pas pu être réanimé et est sur le point de décéder. Si vous venez maintenant, vous pourrez peut-être le voir une dernière fois. » Mais ma mère, convaincue que je faisais de la comédie, a lâché un rire froid. Il semble que ce bâtard ne soit pas assez blessé. Et en plus, il a réussi à faire mentir l'infirmière pour lui. À peine a-t-elle fini de parler que Suyankyu, qui faisait semblant d'être évanoui, a toussé faiblement 2 fois et s'est réveillé lentement. « Qu'est-ce qu'il y a, maman? Est-il arrivé quelque chose à mon frère ?» En disant cela, il feignait l'inquiétude et essayait de se lever pour me chercher. Pleine de tendresse, ma mère l'a rapidement arrêté et son ton est devenu encore plus sévère. « Suxianyan, si seulement tu avais la moitié de la sagesse de ton frère, cela ne serait pas arrivé aujourd'hui. Viens ici immédiatement, mets-toi à genoux et excuse-toi auprès de ton frère. » Sur ce, elle a de nouveau raccroché le téléphone, furieuse. Mon père, à côté, a dit avec mépris, « Yankyu vient de se blesser et a besoin de repos. Pourquoi appelles-tu cet animal qui ne vient que pour causer des problèmes ?» Suyankyu, ayant atteint son but, a laissé paraître une lueur de satisfaction dans ses yeux. Mais pour que ses parents ne le découvrent pas, il a rapidement baissé la tête et a ensuite pris une expression de culpabilité. « Papa, maman. » À leurs yeux, Suyankyu a toujours été le fils le plus obéissant et le plus sage par rapport à moi. Ils n'ont jamais envisagé que cet accident n'était peut-être pas accidentel. En voyant Suyankyu si affligé, ma mère a froncé les sourcils. Un type égoïste comme lui, à quoi ça sert qu'il soit entré dans un bon lycée? Il ne fait que gaspiller une place. En plus, si on le laissait vraiment entrer, en sortant, il ne saurait même pas comment il s'appelle. Suyankyu, feignant l'innocence, a intercédé pour moi. « Maman, ne parle pas de mon frère comme ça. Il tient sûrement beaucoup à cette opportunité d'admission. C'est pourquoi il a eu recours à ces méthodes. Il pense que s'il est aussi excellent que moi, papa et maman feront attention à lui. » Ma mère a froncé les sourcils. « S'il veut vraiment que nous fassions attention à lui, il devrait bien se comporter, au lieu de causer des problèmes avec ses manigances tous les jours. » Après m'avoir insulté, elle a encore consolé Suyankyu. « Bien,
maman sait que notre Yanku est le plus raisonnable. Mais la bonté doit s'appliquer là où il faut. Être gentil avec un chien ingrat au sang-froid comme Suxianian ne fera que te blesser. Pour qu'il profite encore plus de toi. Yanku semblait à moitié comprendre, mais n'a rien dit. Il sait très bien comment manipuler les émotions de ses parents. Dans de tels moments, trop parler est inutile. Il a juste besoin d'insinuer. Je suis déjà habitué à ça. Depuis tout petit, Yanku a toujours réussi à gagner l'affection de papa et maman avec seulement quelques mots, les incitant tous les deux à se ranger de son côté. Tandis qu'il le loue et qu'il me réprimande avec dégoût. Même si je me tenais maintenant devant eux pour m'expliquer humblement, ils penseraient seulement que j'essaie de blâmer Yanku en inventant des mensonges. Soudain, on entend le bruit d'une porte s'ouvrant précipitamment, interrompant leur conversation. En regardant bien, je vois que c'est notre sœur aînée, Suguanien. Elle, qui d'habitude n'a même pas le temps de manger, est rentrée immédiatement dès qu'elle a su pour Yanku. Dans cette maison, ma sœur Suguanien aime Yanku encore plus que nos parents. Avant même que Yanku ne réagisse, elle s'était déjà jetée sur son lit, l'inspectant de haut en bas. Après avoir confirmé que ses blessures n'étaient pas graves, elle l'a embrassé avec inquiétude. Comment cela a-t-il pu t'arriver, Iki? Tu vas faire mourir ta sœur de peur. Yanku a répété son tour, d'une voix faible, il ne m'est rien arrivé, n'est-ce pas, grande sœur, ne t'inquiète pas. Grand frère, mon frère, c'est sûrement sans faire exprès qu'il m'a poussé hors de la voiture. S'il te plaît, ne le gronde pas. À peine Yanku a-t-il fini de parler que toute la famille a explosé. Suguanien a écarquillé les yeux. Quoi? Ce misérable de Suxianjiang t'a poussé? Maman, papa, pourquoi ne le contrôlez-vous pas? Où est-il maintenant? Que je ne le trouve pas, sinon je vais lui casser la figure. Papa a tapé du poing sur la table. Je pensais qu'il n'avait simplement pas bien pris soin de toi et que c'était pour ça que tu avais eu l'accident. Mais de quoi s'agit-il? Quand je trouverai cette canaille, je lui briserai les jambes. Les yeux de maman se sont remplis de haine à l'instant même, comme si elle voulait m'étrangler de ses propres mains. Iki, calme-toi. Maman ne va pas lui pardonner. Yanku a détourné le regard, craignant que si l'affaire prenait de l'ampleur, on ne le découvre. Il m'a rapidement cherché du regard et a dit, maman, papa, grande sœur, ne soyez pas si en colère contre mon frère. Iki ne veut pas qu'on fasse du mal à mon frère par ma faute. Peut-être étais-je si effrayé que je m'en suis mal souvenu. Après tout, c'est mon frère de sang. Même s'il a une dent contre moi, il n'irait pas jusqu'à vouloir me tuer. Ma sœur a soupiré doucement et a caressé la tête de Yanku. Oh, toi. Tu es trop bon, toujours à chercher des excuses aux autres. Quand tu grandiras, tu comprendras à quel point le cœur humain peut être mauvais. Maman, qui était à côté, a appuyé sur Wanlin, exactement. Quand j'y suis allé, ce monstre plein de méchanceté était allongé à côté d'Iki en faisant le mort, me disant qu'il était en train de mourir. Ce qu'il veut, c'est faire du mal à son frère, retarder les secours. Yanku a tiré maman précipitamment, ne voulant pas qu'elle continue à parler. Maman. Peut-être que mon frère a vraiment été blessé. Laissons ça derrière nous, ne parlons plus de lui, d'accord? Yanku a secoué le bras de maman, en lui faisant des câlins. Il le savait bien, que maman ne pouvait pas y résister. Maman a secoué la tête, résigné. Avoir un fils comme toi, Dieu sait dans combien de vies j'ai dû accumuler des mérites. Pas comme Suxianjiang, qui est pourri de l'intérieur. Maman t'écoute, Iki, ne faisons pas attention à ce bâtard. Au pire, nous ne le laisserons pas entrer à la maison. On verra bien comment il pourra faire du mal à notre Iki après ça. Je suis resté immobile dans un coin de la pièce, regardant papa, maman et ma sœur, assis autour du lit de Yanku. Une amertume indescriptible enveloppait mon cœur. Soudain, je me suis senti comme un ver dans un égout, espionnant le bonheur des autres. Et pourtant, ces personnes sont ma famille. Je suis aussi leur fils et leur frère, mais Yanku reçoit toute l'affection. Tandis que je suis comme un rat chassé par tous. Je voulais fuir d'ici à tout prix, je ne voulais pas entendre un mot de plus. Mais mon âme était fermement attachée aux côtés de maman, sans pouvoir aller nulle part. Il ne me restait plus qu'à supporter qu'ils m'insultent à leur guise près de mon oreille. Quelques jours plus tard, sous les soins attentifs de toute la famille, Yanku est sorti de l'hôpital. Maman allait et venait pour rassembler les affaires, papa avait déjà amené la voiture jusqu'à la porte de l'hôpital. De peur qu'il ne fasse un pas de trop, ma sœur ne le laissait même pas mettre ses chaussures tout seul. Sur le chemin du retour, maman rouspétait sans arrêt, ce Suxianian n'est pas humain. Jusqu'à ce que son frère sorte de l'hôpital, il n'est pas venu le voir une seule fois, et encore moins pour s'excuser. Tu verras quand il rentrera à la maison comment je vais régler son compte. Papa a regardé maman du coin de l'œil. Je te l'ai déjà dit, l'avoir à la maison est une malédiction. Tôt ou tard, il allait se passer quelque chose. En entendant les mots régler son compte, j'ai ressenti des émotions partagées. De lointains souvenirs ont inondé mon esprit. Depuis tout petit, maman a toujours préféré mon frère, exigeant que je cède sur tout. Seulement parce que le jour où mon frère est né, j'ai renversé un peu d'eau sans le faire exprès, ce qui a fait glisser maman et a provoqué un accouchement prématuré. Le jeune frère, toujours dans une bulle de soins, angoissait toute la famille. Papa, de plus, m'a donné une gifle qui m'a perforé le tympan. Tu es un véritable oiseau de malheur. Quand ton frère est né, tu as failli lui coûter la vie. Maman, alitée sur son lit d'hôpital, a ouvert faiblement les yeux, son regard rempli de déception envers moi. Et à l'école primaire,
juste pour m'être disputé avec mon frère Suyanku pour une petite voiture, mon père m'a frappé si fort que je n'ai pas pu me lever du lit pendant 3 jours. C'était mon jouet préféré, même s'il s'agissait d'un cadeau supplémentaire que mon père m'avait rapporté d'un voyage d'affaires. Lorsqu'il a acheté un cadeau pour Suyanku. Mais Suyanku avait déjà tellement de petites voitures qu'elle ne tenait pas dans plusieurs boîtes. Pourtant, il a délibérément commencé à se disputer avec moi pour l'avoir. Pendant la bousculade, il a soudainement poussé un cri de douleur et s'est mis à pleurer à chaudes larmes. Maman, angoissée, a pris mon frère dans ses bras et a crié en larmes, Suxian, ton frère a déjà tellement souffert par ta faute, que veux-tu lui faire de plus? Ce n'était pas moi. Avant que je ne puisse m'expliquer, Suyanku avait déjà versé quelques larmes et a dit, maman, ne te fâche pas, c'est de ma faute, je n'aurais pas dû vous causer de problème, ni me disputer avec mon frère pour un jouet. Quand papa est rentré à la maison et a vu la scène, il m'a soulevé directement et a commencé à me frapper. Un enfant au sang-froid comme toi, il vaudrait mieux le jeter aux ordures. Le garder à la maison n'est qu'un malheur. En pleurant, je suppliais papa d'arrêter de me frapper, mais plus je pleurais, plus papa croyait que je simulais, et plus fort il me frappait. Maman et ma sœur regardaient avec indifférence de loin, comme si elles souhaitaient que papa me batte à mort, comme si j'étais leur ennemi. Depuis ce jour, chaque fois que je faisais pleurer mon frère, j'attirais les réprimandes et les coups de mes parents. Avec le temps, je n'ai plus osé me disputer avec mon frère pour aucune affection, ni me défendre, ni même à l'approcher. Jusqu'à présent, où ils m'ont abandonné sur la froide table d'opération, pour que je me débrouille tout seul. En entrant à la maison, Suyanku s'est jeté sur le canapé. Et à peine a-t-il dit qu'il avait faim que ma grande sœur a couru dans la cuisine pour montrer à Suyanku une nouvelle recette qu'elle avait apprise. Ma sœur, qui n'avait jamais cuisiné, cherchait sur son téléphone toutes sortes de recettes de repas nutritifs, de peur que Suyanku ne se sente mal. Papa a sorti la toute nouvelle console de jeux vidéo de luxe, disant que c'était son cadeau de sortie de l'hôpital, pour célébrer qu'il avait échappé à la mort. Maman, de son côté, a nettoyé la chambre de Suyanku de fond en comble, et a mis toutes sortes de plantes et de fleurs saines, en disant que respirer de l'air frais était bon pour sa guérison. Suyanku, simplement allongé sur le canapé en jouant aux jeux vidéo, avait toute la famille à ses petits soins. Et celle qui est revenue avec eux, c'est aussi mon âme. Mais cet endroit, si familier pour moi, me fait toujours ressentir un froid qui me glace les os. Soudain, la sonnette a retenti. J'ai vu une silhouette très familière, c'était ma petite amie, Xian. En entrant, elle a demandé des nouvelles de la santé de Suyanku. Monsieur, madame, j'ai entendu dire que YYU sortait de l'hôpital aujourd'hui, alors j'ai acheté quelques compléments pour venir le voir. Suyanku a immédiatement posé la console. Feignant la timidité, sœur Anan, merci d'avoir pris la peine de venir. Je suis déjà complètement rétabli. Xian lui a adressé un doux sourire. Cette déesse de glace devant moi. Face à mon frère Suyanku, elle était comme un doux petit ange. Je l'ai regardée et j'ai ressenti une étrangeté indescriptible. Soudain, elle a changé de sujet, et Suxianjian. Si elle ne m'avait pas mentionné, toute la famille aurait déjà oublié mon existence. En entendant mon nom, maman a froncé les sourcils. Pourquoi mentionner ce bâtard? L'autre jour je lui ai dit 2 mots et il n'est même pas rentré à la maison. Mais bon, puisqu'il aime tant être dehors, qu'il ne revienne jamais. Qu'il meure dehors, et la maison sera tranquille. Ainsi, il ne causera pas de problème tous les jours. Siana a rapidement approuvé, oui, il vaut mieux qu'il ne revienne pas, pour ne pas déranger le repos de YYU. Suguanyin est sorti avec une bouteille de nutriments. Et elle a plaisanté, bon, as-tu déjà pensé à quand tu vas rompre avec Suxianjiang? Je te préviens, si tu ne te dépêches pas, attention à ce qu'on ne te le vole pas. Xian a baissé la tête avec timidité. C'est précisément aujourd'hui que je suis venu voir YYU pour en parler. Une amertume indescriptible bouillonnait dans ma poitrine, remontant jusqu'à ma gorge. Je me suis moqué de moi-même. J'ai esquissé un léger sourire et me suis retourné, ne voulant pas les regarder une seconde de plus. À ne pas être aimé, je m'y étais déjà habitué. Après le dîner, je ne sais pas pourquoi, maman était de mauvaise humeur. Elle est allée seule dans sa chambre et a commencé à chercher quelque chose sur son téléphone. Je me suis approché pour regarder, elle cherchait mon numéro. Puis elle a composé mon numéro encore et encore, mais ça sonnait toujours dans le vide. Un moment plus tard, ma mère a jeté le téléphone sur le lit. Maintenant, il ne répond même plus à mes appels. Tu crois vraiment que quelqu'un se soucie de toi? Mais ensuite, elle a rappelé l'infirmière de l'hôpital. Si Suxianjian vous a dit quel tour il compte jouer, dites-lui de ma part de ne pas faire le malin. Qu'il revienne tout de suite s'excuser auprès de son frère, et je lui permettrai encore de rentrer à la maison. À l'autre bout du fil, il y a eu quelques secondes de silence. La voix tremblante a dit, directrice, Suxianjian est décédé il y a 1 semaine. L'accident lui a brisé le cœur, mais les médecins ont tous été convoqués par vous dans la chambre de Suyanku, et aucun chirurgien n'a pu l'opérer. En entendant cela, ma mère a senti ses pupilles se contracter et est restée paralysée. Mais après quelques secondes, elle a repris un air d'indifférence. Je sais, il refuse toujours de me croire. Ma mère a lâché un rire froid, c'est aussi Suxianjiang qui vous a appris ça? Il croit qu'en disant des choses pareilles, il va me provoquer. Et cela servira-t-il à quelque chose? L'infirmière s'est empressée d'expliquer, directrice, je ne vous mens vraiment pas, je le jure sur ma vie.
J'ai été un peu surpris qu'une infirmière que je ne connaissais même pas dise une telle chose pour m'aider. Ma mère a également été surprise. Et son visage, auparavant amer et sarcastique, est devenu un peu incertain. Elle n'arrivait pas à y croire et s'est souvenue de la scène de l'accident de ce jour-là. Quand elle est arrivée sur place, Suyankyu et moi étions allongés sur la route. Je ne semblais avoir aucune blessure visible. J'étais même un peu euphorique, tandis que Suyankyu avait quelques égratignures sur le visage, et semblait beaucoup souffrir. Plus tard, d'après ce que Suyankyu a raconté dans la chambre, il a affirmé catégoriquement qu'après l'accident, il m'avait sorti de la voiture, mais que j'avais voulu le tuer et l'avais repoussé vers les véhicules qui passaient, lui causant un autre choc. Ma mère a froncé les sourcils et a dit avec certitude, « C'est impossible, lui et Iki étaient dans la même voiture. Iki est déjà sorti de l'hôpital, comment pourrait-il être si gravement blessé? Ne croyez pas que je ne vois pas ces Russes stupides, il veut juste rivaliser avec son frère pour attirer mon attention, n'est-ce pas? Je vous préviens tous les deux d'arrêter ces petits jeux et ces bêtises, ou vous le regretterez. » L'infirmière, voyant que ma mère refusait de la croire, a soupiré et a dit avec résignation, « Directrice, je ne vous mens vraiment pas. Si vous ne me croyez pas, allez vous-même à la morgue pour voir et vous le vérifierez. » Bien que ma mère continuât de montrer une attitude froide et insensible, à ce moment-là, elle sembla se rendre compte de la gravité de la situation. Elle fronça les sourcils et son regard devint erratique. L'infirmière, à l'autre bout du fil, remarqua son hésitation et continua, « Directrice, je ne suis qu'une infirmière, comment oserais-je plaisanter avec la vie de votre fils? » Ma mère devint nerveuse, faisant les 100 pas dans la chambre avec des pas lourds et précipités. « Vous les garces, vous vous êtes ligués pour me tromper, vous ne savez pas jusqu'où va le ciel. » Sans attendre que l'infirmière en dise plus, elle raccrocha le téléphone furieuse, en appuyant violemment sur l'écran. Après avoir raccroché, elle s'assit, anxieuse, dans la chambre, sans qu'on sache à quoi elle pensait. J'ai juste vu qu'elle se mordait fort la lèvre, jusqu'à ce qu'elle devienne pâle. Mais je suppose qu'elle était peut-être angoissée. Si, en tant que directrice, par une erreur de jugement, elle avait tué son propre fils, comment allait-elle s'expliquer auprès des médecins? Ou peut-être craignait-elle d'être montrée du doigt dans son dos pour avoir favorisé Suyankyu. Mais dans tous les cas, elle ne se souciait pas de ma vie. De cela, j'étais complètement sûr. Il semble qu'en l'entendant s'énerver, mon père a ouvert la porte. Je suis déjà mort? Ce ne serait pas vrai? La voix de ma mère tremblait. On voyait bien que cette fois, elle croyait enfin l'infirmière. Mais mon père, convaincu que je simulais, restait plein de colère envers moi. Mon père regarda ma mère avec mépris, « Toi aussi, tu es si facile à tromper? Si l'accident avait été si grave, cette fille au mauvais cœur aurait déjà traîné Eki pour se sauver. Comment Eki pourrait-il être ici sain et sauf? Pour mes parents, j'ai toujours été cette personne méchante qui ne supportait pas de voir Suyankyu réussir. Je le savais déjà d'avance, mais je ne m'attendais pas à ce que, même mort, on m'accuse sur ce ton, et j'ai ressenti un frisson dans le cœur. J'ai passé 3 ans avec Xian, la seule personne au monde en qui j'avais confiance et sur qui je m'appuyais. Elle compatissait toujours au mal que ma famille biologique m'avait causé, et c'est elle qui, maintes et maintes fois, quand j'étais sans défense, m'a accompagné pour m'en sortir. Avant aujourd'hui, je n'avais jamais douté de sa sincérité. Pendant ces 3 ans, je n'ai jamais rien fait pour la décevoir, au contraire, je la traitais bien de toutes les manières possibles. Je commençais à peine ma carrière, je gagnais peu d'argent, en dehors des dépenses nécessaires. Tout cet argent, je l'utilisais aussi pour lui acheter des cadeaux. J'étudiais et j'entreprenais en même temps, ce qui rendait ma vie très mouvementée. Mais je trouvais toujours du temps pour être avec elle, juste pour la rassurer. Juste avant de mourir, j'avais économisé pendant des mois pour lui acheter le sac qu'elle aimait, qui est toujours dans le coffre de ma voiture. Je croyais que nous serions heureux pour toujours, mais maintenant je l'ai entendu de mes propres oreilles. S'unir à ma famille pour m'exclure et me rabaisser. Ma sœur, tout en mâchant une orange, a dit avec indifférence, « N'est-ce pas mieux que ce lourd soit mort? » De quoi s'inquiéter? Même si je savais déjà que tous favorisaient mon frère, je n'aurais jamais imaginé être si méprisable à leurs yeux. Toutes ces années, même s'ils ne m'aimaient pas, ils auraient dû me connaître un peu. Avec mon caractère, comment pourrais-je commettre une chose aussi vile? Ou comment pourrais-je, pour chercher leur faveur, prendre ma propre vie à la légère? Je voulais m'expliquer, mais j'avais beau crier, personne ne pouvait m'entendre, pendant que tout le monde me donnait des conseils, les uns après les autres. Ma mère a redressé le dos, retrouvant son air autoritaire habituel. Dès demain, j'irai à l'hôpital pour les démasquer. Si Suxian n'est pas à la morgue, attention à ce que je ne lui brise pas les jambes. Et cette infirmière, je la renverrai aussi. Les mots de ma mère ont été comme une épine plantée directement dans mon cœur, ça faisait tellement mal que je ne pouvais plus respirer. Je ne sais pas à quel point ma mère désirait voir mon cadavre, au point que, si je survivais, elle voulait quand même me briser les jambes pour calmer sa colère. Peut-être que le ciel a eu pitié de moi, et soudain il a commencé à bruiner par la fenêtre. Ses paroles, en apparence légères, étaient comme des gifles sonores qui me frappaient le visage, mais je ne pouvais émettre aucun son de douleur. Maintenant, enfin, je comprenais clairement que tous souhaitaient ma mort. Peut-être par l'urgence de confirmer ma mort,
ou peut-être pour démasquer mon mensonge, le lendemain matin. Ma mère, sans même prendre de petit déjeuner, s'est précipitée à l'hôpital. Mon père, inquiet pour elle, l'a également suivi. À ce moment-là, mon père semblait plus impatient que ma mère de voir mon cadavre. Il a même appuyé à fond sur l'accélérateur. Mon âme, traînée derrière ma mère, a ressenti un frisson. J'ai ri avec amertume, tiens, je suis dans la voiture, mais mon âme vole derrière. Sur le chemin de l'hôpital, ma mère se plaignait encore à mon père que je leur ferais perdre du temps à nouveau. Ce sale gosse ne nous a jamais laissés en paix, à faire des scandales de vie ou de mort toute la journée. Il n'ose pas mourir pour de vrai, et dépense de l'argent pour soudoyer les autres afin qu'il simule sa mort. C'est sûr que nous lui donnons trop d'argent. Ma mère disait que je faisais des scandales, et non sans raison. En vivant si longtemps dans un tel environnement familial, j'ai développé une grave dépression. J'ai essayé d'en parler à ma mère, de communiquer, en espérant sa compréhension, mais elle le minimisait. Arrête de faire semblant. Nous t'avons trop gâté, tu n'as plus aucun bon sens. Je baissais la tête et me taisais. S'il est question de gâter quelqu'un, celui qui correspond le mieux à ce profil est Suyanku. Quant à moi, ils ne m'ont même jamais choyé, jamais ils ne m'ont fait ressentir la chaleur de l'amour familial. Dans mes pires moments, j'ai même pensé à mourir. Mais j'ai pris un flacon entier de somnifères et je n'y suis pas parvenu. Quand je me suis réveillé aux urgences de l'hôpital, je n'ai pas ressenti de soulagement, mais de la déception et de la peur. Je me lamentais que même mourir soit si difficile pour moi. Je savais aussi que ce qui m'attendait était une réprimande écrasante. Comme on pouvait s'y attendre, quand ma mère m'a vu ouvrir les yeux, sa première phrase a été « Si tu veux mourir, meurs dehors. N'empesterais-tu pas la maison si tu meurs ici? Comment allons-nous vivre après ?» Mon père, les yeux écarquillés, me fixait du regard. « Suxian Yan, ta mère et moi t'avons élevé pour que tu t'occupes de nous dans nos vieux jours et que tu nous enterres. On te dit 2 mots et tu te tires. Tout le temps et l'effort que nous avons investi en toi ces années ont été jetés aux chiens. Mais j'ai beaucoup réfléchi et je ne me rappelais pas ce qu'ils avaient fait pour moi toutes ces années. Me donner à manger pour que je ne meure pas de faim, mais je ne pouvais manger que ce que Suyanku n'aimait pas, les restes. Me donner des vêtements pour ne pas être nu, mais eux, avec de bons revenus, m'achetaient presque tout au marché aux puces. Les seuls vêtements de marque étaient ceux que Suyanku ne voulait plus. Il disait que c'était dommage de les jeter. Même les uniformes du lycée, au moins ainsi je n'aurais pas à supporter cette douleur. Je sentais même que j'étais pire que le chien de la maison, juste parce qu'il était l'animal de compagnie de Suyanku. Sa nourriture était de luxe, des sacs à des centaines de yuan. Et moi, depuis tout petit, je mangeais des choses sans nutriments. C'est pourquoi j'ai toujours été plus petit et plus maigre que les autres de mon âge. Je ressens clairement le mal qu'ils m'infligent. Mais sans cesse, ils me font du chantage affectif en disant qu'ils m'ont élevé. Je ferme les yeux, je ne veux pas les affronter, mais mon père m'attrape par mes vêtements. Suxianjian, qu'est-ce que ça veut dire que tu ne parles pas? Comment ai-je pu élever un fils comme toi? Tu ne sais même pas respecter un minimum tes parents? Mais je ne sais vraiment pas de quelle manière leur répondre. À leurs yeux, mes explications sont de l'entêtement, mon effondrement et de l'immaturité. Tout me fait ressentir une oppression extrême, mais je n'ai même plus la force de lutter. Soudain, mon père freine brusquement, me tirant de mes pensées. Je lève les yeux vers la porte de l'hôpital. Il y a une tristesse indescriptible. C'est ici que ma mère, pour Suyanku, qui n'avait qu'une égratignure, a retenu tous les médecins, et m'a fait perdre ma dernière chance de survivre. C'est aussi ici que j'ai profondément réalisé à quel point je suis peu aimé. Les poings de mon père tomberaient sur moi. Ma mère, en entrant dans l'hôpital, est toujours aussi imposante. Les médecins et infirmières qui passent s'arrêtent pour la saluer, mais la différence est que les gens, en passant, se retournent et murmurent quelque chose dans le dos de ma mère. Mais à ce moment-là, ma mère n'y prête même pas attention. Elle se précipite au comptoir des consultations de l'hôpital et dit « Cherchez-moi, dans quelle chambre se trouve Suxian Yan ?» En entendant la voix de ma mère à l'instant, l'infirmière lève brusquement la tête. « Bien, directrice, je vous le cherche tout de suite. » En réalité, tout l'hôpital est déjà au courant de ma mort. L'infirmière le sait très bien. Mais à ce moment-là, si elle lâchait la nouvelle de ma mort, cela provoquerait sans doute le mécontentement de ma mère. Elle ne peut que faire semblant de ne rien savoir, en cherchant mes anciens dossiers sur l'ordinateur, puis elle tourne l'écran pour que ma mère les voie personnellement. En voyant les anciens dossiers sur l'écran, une lueur de surprise traverse les yeux de ma mère. Il y est écrit clairement « Suxianjian, rupture cardiaque, décédé après réanimation d'urgence ». En dessous, il y a une ligne rouge frappante, le corps est à la morgue, numéro 106. Non réclamé par les proches. L'air autour de nous devient silencieux. L'infirmière serre les mains. On voit bien qu'elle feint le calme. Directrice, je vous prie de garder votre sang-froid. Ma mère regarde l'infirmière du coin de l'œil, et se dit à elle-même, Suxianjian, tu as beaucoup de tours dans ton sac. Tu as même pu soudoyer quelqu'un pour falsifier les dossiers de l'hôpital. Il semble que je t'ai vraiment accordé trop peu d'attention. Je ne m'attendais pas à ce que tu aies cette capacité maintenant. L'infirmière n'ose rien dire,
baisse la tête et garde le silence. Même moi, je transpire pour elle. Mais par chance, à ce moment-là, ma mère dirige toute sa colère vers moi. Elle se retourne et marche vers la morgue. Mon père, sur le côté, soupire de mépris. Ce maudit misérable, toujours à causer des problèmes. Son frère est déjà blessé et a besoin de soins, et en plus il nous fait perdre notre temps. Quand je le verrai, je lui arracherai les oreilles. Je flotte devant mon père. Je regarde ce visage familier, un peu résigné. Mon cher père, ne veux-tu même pas me laisser un cadavre intact? Lui et ma mère marchent l'un derrière l'autre. Ils n'ont pas l'air de deux parents qui vont récupérer le corps de leur fils pour le ramener à la maison, mais plutôt comme s'ils allaient recouvrer une dette. Ma mère ouvre la porte de la morgue d'un coup de pied. Le couloir déjà étroit résonne d'un grand écho. Le médecin de garde accourt précipitamment. « Directrice, venez-vous récupérer Suxian pour le ramener à la maison ?» Je sors son corps tout de suite. Mais en voyant mon corps à cet instant, ma mère recule d'un pas, effrayée. Elle ne veut pas y croire et vérifier à plusieurs reprises. Elle ouvre mes yeux et découvre que mes globes oculaires sont troubles. Lorsqu'elle teste ma respiration, elle touche sans le vouloir mon corps déjà rigide. Soudain, elle soulève le drap blanc qui me recouvre et me voit exposé devant nous. J'ai encore les marques de la décharge électrique de la réanimation, et je suis déjà comme une statue, pâle. Ma mère chancelle et s'accroupit contre le mur, en se serrant dans ses bras. Comment est-ce possible? Comment cela a-t-il pu arriver? Ce jour-là, je l'ai vu, il ne semblait pas gravement blessé. Son état mental semblait très bon. Certes, je ne semblais pas gravement blessé. À part quelques légères égratignures sur les mains pour avoir serré mon frère dans mes bras, on ne remarquait rien. Mais c'est précisément parce que je me suis retourné pour serrer mon frère dans mes bras et le protéger sous moi, que le fort impact a brisé mon cœur. La raison pour laquelle mon état mental semblait si bon est qu'avec mes organes internes rompus, j'étais déjà sur le point de mourir, et l'adrénaline dans mon corps avait atteint son maximum. Ma mère étant la directrice de l'hôpital, avec un peu plus d'attention, elle l'aurait remarqué. Mais elle ne s'est inquiétée que pour mon frère. Elle ne m'a jamais regardé plus d'une fois. Mon père a également tendu les mains, voulant caresser mon visage. Peut-être parce que mon apparence de mort était trop horrible, sa main tendue s'est arrêtée en l'air. À ce moment-là, mon père ne pouvait plus consoler ma mère. Il est resté paralysé devant mon lit, à regarder. C'est la première fois en tant d'années que je vois mon père regarder mon visage si sérieusement. Et c'est aussi la première fois qu'il s'en rend compte. Il s'avère que mon visage ressemble tellement au sien, même le grain de beauté au coin de l'œil est au même endroit. Je ne sais pas à quoi pensait papa, et je sais encore moins si lui, en tant que père, a ressenti de la tristesse en voyant le cadavre de son propre fils. J'espérais voir papa peiner pour moi, même si c'était après ma mort, au moins ainsi. Je n'aurais pas l'impression de valoir moins qu'un chien errant. Mais je ne veux pas non plus le voir affligé pour moi, car je ne sais pas comment faire face à cet amour paternel soudain. Il est resté là, absorbé, sans dire un mot, sans aucune expression, sans même qu'on lui remarque la moindre émotion. En apprenant la nouvelle, Suyankyu est arrivé précipitamment avec ma grande sœur. Quand ma sœur a vu mon cadavre, elle a aussi eu très peur. Elle a crié depuis la porte, n'osant pas s'approcher pendant un bon moment. Suyankyu, en voyant l'attitude abattue de nos parents, a senti que quelque chose n'allait pas. Dès son entrée, il a couru vers mon lit et s'est agenouillé sur le sol, criant à tue-tête, « Mon frère, comment as-tu pu être aussi bête? M'en veux-tu parce que j'ai pris ta place pour étudier à l'étranger? Pour te venger de moi, tu t'es tué. » J'ai secoué la tête, résigné. J'étais déjà mort. Mon cadavre gisait devant mes parents. Même s'ils ne disaient rien, je ne pouvais pas me lever et l'accuser. Face à mes parents, ils continueraient de l'aimer comme avant, et même, à cause de mon départ, ils l'apprécieraient davantage. Pourquoi aurait-il besoin de me nuire? Mes parents, à ce moment-là, ne lui prêtaient clairement pas attention. Insatisfait, Suyankyu, après avoir pleuré à chaudes larmes, a feint le repentir et s'est accroupi sur le sol. « Je suis désolé, mon frère, tout est de ma faute, si ce n'était pas pour moi, tu ne serais pas comme ça. » Il a dit ça et a commencé à se gifler fort. On voyait bien qu'il s'efforçait beaucoup d'attirer l'attention de nos parents. Normalement, il ne se serait pas fait la moindre égratignure. En voyant cela, mes parents et ma sœur, oubliant leur tristesse, se sont précipités pour arrêter Suyankyu. Maman l'a serré fort, « C'est bon, Ikkyu, ce n'est pas de ta faute. Ce n'est pas ton erreur. C'est sa propre cupidité qui l'a tué. Il l'a bien mérité. » En entendant parler de la place d'études, je suis resté abasourdi un instant. Mes pensées sont revenues 2 ans en arrière. J'ai 4 ans de plus que Suyankyu. L'année de son examen d'entrée à l'université, j'étais en 4e année. Sachant que je ne pouvais pas compter sur mes parents, j'ai étudié dur depuis tout petit pour me forger mon propre chemin et m'échapper de cette maison. Pendant mes 4 années d'université, je ne me suis pas relâché un seul instant. Lors de ma première année, j'ai obtenu la première place de ma promotion et j'ai gagné la bourse nationale. En 2e année, j'ai réussi l'IELTS avec un score de 8.5. Pendant ce temps, j'ai accumulé d'innombrables prix, grands et petits, qui, empilés, atteignaient presque ma taille. Finalement, avec la première place pendant 4 années consécutives, j'ai obtenu une recommandation pour des études de 3e cycle dans une université de premier rang mondial. Mais Suyankyu, qui n'étudiait ni ne travaillait,
a échoué à l'examen d'entrée et est rentré à la maison en disant qu'il voulait étudier à l'étranger. Mes parents savaient que, même à l'étranger, il ne ferait que perdre son temps. Mais ils ont quand même accepté joyeusement. Seul moi savais que Su Yong-kyu ne voulait plus étudier. Qu'ils disent soudainement vouloir aller à l'étranger, c'était juste pour s'opposer à moi. C'est pourquoi, maman a préparé un dîner copieux spécialement pour moi, et n'a cessé de me mettre de la viande dans l'assiette toute la soirée. Xiangyan, l'argent à la maison ne suffit que pour qu'un seul étudie à l'étranger. Écoute, ton frère vient de terminer le lycée. Il vaut mieux le laisser y aller. En réalité, avec les revenus de mes parents, ils auraient pu payer les études de nous deux à l'étranger. Mais il n'y a pas longtemps, des hommes corpulents ont fait irruption à la maison, disant que Su Yong-kyu avait parié et contracté une dette usuraire. Et ils ont menacé de lui briser les jambes s'il ne payait pas. C'est la première fois que j'ai vu papa s'énerver contre Su Yong-kyu. Mais ce ne fut que quelques reproches. Comparé à quand on me frappait, ce n'était rien. Mes parents, qui adoraient leur fils, n'ont même pas attendu que Su Yong-kyu admette son erreur pour payer son énorme dette. Ainsi, l'argent qu'il restait ne suffisait que pour que l'un de nous deux étudie à l'étranger. En entendant Su Yong-kyu proposer de partir, mes parents ont été émus, pensant qu'il avait vraiment arrêté de jouer. Même s'ils savaient qu'à l'étranger il chercherait juste une université pour paresser, c'était mieux que de continuer à parier et à ruiner la famille. C'est pourquoi, mes parents, impatients de l'envoyer à l'étranger, m'ont arbitrairement arraché l'opportunité d'étudier en 3e cycle à l'étranger, décidant de donner toutes leurs économies restantes à Su Yong-kyu pour ses études et sa vie là-bas. J'ai posé mes baguettes, maman, même si tu envoies Su Yong-kyu à l'étranger, ce sera de l'argent gaspillé. Mon université est l'une des meilleures au monde. C'était la première fois depuis des années que j'osais m'opposer. Maman, en me voyant, moi qui avais toujours été soumis, ne plus céder face à mon frère, a frappé la table avec son bol. Su Xiangyan, ton père et moi t'avons déjà élevé. Maintenant tu es sur le point d'obtenir ton diplôme, devons-nous encore nous inquiéter pour toi? Ne devrais-tu pas penser à comment gagner de l'argent et faire honneur à ton père et à moi? Peux-tu supporter de voir ton frère finir avec un niveau lycée? Ne pourrais-tu pas étudier? Comment peux-tu être si cruel? Maman s'échauffait de plus en plus. Veux-tu nous pousser, ton père et moi, au désespoir? En entendant cela, je suis resté abasourdi pendant quelques secondes. Toute la rancœur a disparu, et l'espace d'un instant, j'ai même ressenti de l'empathie pour ma mère. Je me suis dit que je n'étais pas un fils assez dévoué. Je savais que papa et maman s'inquiétaient pour mon frère, et pourtant j'insistais pour lui disputer cette place. Peut-être, parce que je m'accrochais encore aux derniers vestiges d'amour de ma mère, j'ai fini par m'adoucir. J'ai promis à maman, ne te fâche pas, maman. Je cède l'opportunité à mon frère. J'ai cru naïvement qu'ainsi je pourrais alléger le fardeau de mes parents. Depuis lors, j'ai abandonné l'opportunité d'étudier et je n'ai plus jamais demandé d'argent à mes parents. Fraîchement diplômé de l'université, je suis parti seul travailler loin, en gagnant un salaire de stage de moins de 2000 yuan par mois. Et malgré cela, j'économisais 1000 pour les donner à mes parents. Même si je savais que cet argent ne signifiait pas grand-chose pour eux, au moins je contribuais à la famille. Je leur rendais l'appareil pour m'avoir élevé toutes ces années. C'est précisément pour cela que pendant le temps où Su Yong-kyu était à l'étranger, mes parents m'ont accepté pour une brève période. Mais maintenant, je regrette cette décision. Si je n'avais pas cédé ma place à Su Yong-kyu, je serais peut-être à l'étranger maintenant, j'aurais un bon travail et je ne serais pas mort de manière si tragique. Après ma mort, ma mère était distraite et a pris quelques jours de congé pour ranger mes affaires. Si je me souviens bien, c'était la première fois que ma mère quittait le travail pour quelque chose me concernant. Mais ce fut aussi la dernière. Depuis tout petit, que ce soit pour les réunions de parents, les spectacles scolaires ou les concours, ma mère n'y a jamais assisté. À l'époque, ce que je désirais le plus, c'était que ma mère ait un jour de congé pour être avec moi. Mais pour Su Yong-kyu, cette compagnie qui pour moi était un rêve inaccessible, il l'obtenait avec facilité. Depuis la maternelle, que ce soit pour les réunions de parents ou les excursions de printemps, ma mère laissait tout ce qu'elle faisait et arrivait ponctuellement, même pour moi. Je me souviens qu'en 3e année de primaire, j'ai eu une fois une forte fièvre pendant 3 jours de suite et ma mère n'a jamais pensé à s'occuper de moi. La nounou a insisté plusieurs fois pour qu'elle m'emmène à l'hôpital, mais ma mère a refusé avec l'excuse d'être occupée au travail jusqu'à ce que ma fièvre atteigne presque 40 degrés. Alors ma mère, pendant la pause déjeuner, est rentrée à la maison à contre-cœur. Ce n'est qu'une petite maladie, un antipyrétique suffit. Et en plus, devoir venir exprès, quelle corvée. Mais juste au moment où elle m'emmenait à l'hôpital, un appel de la maîtresse de Su Yong-kyu a fait partir ma mère. À ce moment-là, j'étais étourdi par la fièvre. J'ai seulement entendu la voix anxieuse de ma mère. Quoi? Yukyu s'est écorché le genou. La maîtresse à l'autre bout du fil a essayé de calmer ma mère. Madame, ne vous inquiétez pas, ce n'est qu'une écorchure sur la peau. Nous l'avons déjà soignée à l'infirmerie de l'école, ce n'est rien de grave. Mais ma mère s'en est prise à la maîtresse. Vous, en tant que professeur, parler de manière si irresponsable, qu'est-ce que ça veut dire? Ce n'est rien de grave. Et si notre Yuki garde une cicatrice sur la jambe, je vais tout de suite à l'école le chercher et l'emmener à l'hôpital. La maîtresse, en voyant la colère de ma mère, fut également déconcertée, mais a dû acquiescer. C'est ainsi que ça s'est passé. Ma mère m'a de nouveau laissé,
malade, et est partie en courant à l'école. Après avoir récupéré Suyankyu, ma mère, inquiète, a appelé le meilleur chirurgien de l'hôpital pour qu'il l'examine, s'assurant que l'écorchure sur son genou ne laisserait pas de cicatrice. Le médecin, en voyant que le genou de Suyankyu ne saignait même pas, ne savait pas quoi faire. Finalement, devant l'insistance de ma mère, il l'a soigneusement bandé avec une épaisse couche de gaz. Malgré cela, ma mère, méfiante, a insisté pour lui faire le vaccin antitétanique, craignant qu'il n'ait un pépin. Pour calmer Suyankyu, ma mère a pris toute l'après-midi de congé et l'a emmené au parc d'attractions. Jusqu'à ce qu'elle reçoive un appel de la nounou, alors ma mère s'est souvenue que j'étais toujours à l'hôpital. La nounou a demandé avec prudence à ma mère, le médecin dit que Xianjiang a une pneumonie et a besoin de sérum par voie intraveineuse. Avez-vous le temps? Avant que la nounou ne termine, ma mère l'a interrompu, je n'ai pas le temps. Yuki est blessé, je suis occupé avec lui. Ces petits mots de ton Xianjiang ne vont pas le tuer. Emmène-le faire une piqûre et rentrez vite, il n'a pas besoin de sérum. La nounou m'a regardé, fiévreux et les yeux presque fermés. Elle a eu de la peine, mais le médecin dit que Xianjiang est très gravement atteint, s'il n'est pas traité à temps. Il pourrait en garder des séquelles. Ma mère a perdu patience. Quel médecin a dit ça? Moi, en tant que directrice d'hôpital, est-ce que je ne comprends pas une maladie aussi simple? La nounou, sans autre choix, a dû céder. En suivant les ordres de ma mère, elle m'a fait faire une piqûre et m'a ramené à la maison. Et ainsi, j'ai vraiment gardé des séquelles. Depuis lors, chaque fois que je m'enrhumais, cela se transformait en pneumonie, et sans une semaine de perfusion, je n'allais pas mieux. Mes cordes vocales ont également été endommagées à force de tousser pendant un mois, c'est pourquoi ma voix sonnait toujours rauque. Moi qui, depuis la maternelle, était le chanteur principal du groupe. Mon plus grand rêve était de devenir chanteur et d'être un jour sur une plus grande scène. À cause de cette maladie et de l'irresponsabilité de ma mère, ce rêve s'est transformé en un fantasme impossible à réaliser. Et aussi en deuxième année de collège, lors d'une représentation pour une activité de club, un accident malheureux s'est produit, je suis tombé de la scène et je me suis cogné la tête. Malheureusement, un accident s'est produit, il est tombé de la scène et s'est cogné la tête. Le sang incontrôlable a effrayé le professeur et les camarades de classe, et le professeur principal m'a rapidement conduit en voiture à l'hôpital où travaille ma mère. Mais il n'a en aucun cas réussi à contacter ma mère aux urgences. Le professeur principal a dû m'emmener d'abord chez le médecin. Par chance, il n'y a pas eu de dommages aux os, mais on m'a fait 8 points de suture. Quand ma mère a rappelé le professeur, sa première phrase fut « Xianyan, encore en train de causer des problèmes à l'école ?» Cet enfant n'a jamais été sage depuis tout petit. S'il fait une erreur, frappez-le à mort, pas besoin de nous en informer, nous les parents. Le professeur s'est empressé de s'expliquer auprès de ma mère. Madame, mère de Xianjiang, vous vous trompez. Xianjiang est un très bon garçon, c'est juste qu'aujourd'hui il s'est blessé à l'école. Il est maintenant à l'hôpital où vous travaillez. Ma mère s'est alarmée immédiatement, mais pas par inquiétude. Quoi? Blessé? Est-ce qu'il s'est battu avec un autre camarade? L'autre enfant va bien? En entendant les mots de ma mère, mon cœur s'est serré violemment. Depuis tout petit, je n'avais jamais eu de dispute avec personne. La première réaction de ma mère en entendant que j'étais blessé a été de demander si je m'étais battu avec quelqu'un. Une mère, même si elle ne connaît pas son propre enfant, ne peut pas se méprendre sur lui à ce point-là, n'est-ce pas? Et le pire, c'est qu'en plus de se méprendre sur moi, elle n'a montré aucun intérêt à s'inquiéter pour moi, et s'est même inquiétée en premier pour l'enfant de quelqu'un d'autre. Je me suis senti un peu honteux, et j'ai voulu que le professeur raccroche l'appel avec ma mère. Professeur, je vais bien. Ma mère est occupée par son travail, elle n'a pas besoin de venir. En entendant ma voix, ma mère a perdu jusqu'à sa politesse avec le professeur et a commencé à m'insulter. Chou Xianjian, arrête de faire le mature ici. Je crois que tu as peur que je vienne et que je te trouve une excuse. Tu ne peux pas être tranquille ne serait-ce qu'une fois. Tous les jours, je travaille comme une bête pour te payer l'école, pas pour que tu causes des problèmes. J'ai souri amèrement. Il semble que ma mère était convaincue que je n'avais rien fait de bien. Le professeur, incapable de continuer à écouter, a interrompu ma mère. Madame, mère de Xianyan, Xianyan est tombé accidentellement de la scène lors d'une représentation du club de l'école. Vous avez mal compris l'enfant. Mais Xianyan est assez blessé, on vient de lui recoudre la tête. Pourquoi ne pas venir le chercher pour qu'il se repose quelques jours? En entendant que je ne m'étais pas battu, ma mère s'est finalement calmée. Mais son ton était toujours rempli de mécontentement, ce ne sont que quelques points de suture. Ramenez-le directement à l'école. Sans attendre que le professeur n'ajoute quoi que ce soit, ma mère a raccroché précipitamment. À ce moment-là, je pensais que ma mère était occupée par le travail. Ce n'est que plus tard que j'ai su qu'en réalité, ma mère était occupée à organiser la fête d'anniversaire de Suyankyu. Peut-être que dans le monde de ma mère, je n'étais qu'un fardeau qui causait des problèmes. Je pensais souvent, si elle le pouvait, ma mère préférerait-elle n'avoir que Suyankyu comme fils. Et sur ma tête, cette cicatrice est encore visible aujourd'hui. Chaque fois que je me regarde dans le miroir, je ne peux m'empêcher de me rappeler les mots de ma mère ce jour-là. Du début à la fin, pas un mot d'inquiétude. Un coup a résonné et m'a sorti de mes pensées. Ma mère, qui rangeait mes vêtements, a trébuché accidentellement contre mon étagère. Les livres sont tombés par terre,
et le plus remarquable était un journal écrit à l'encre bleue. Ma mère a regardé les pages ouvertes avec un peu de curiosité. Elle s'est accroupie lentement et a ramassé mon journal. J'ai lutté désespérément pour l'en empêcher, mais ce fut en vain. Le journal relatait mes joies, mes peines, mes colères et mes plaisirs depuis mon enfance, ainsi que quelques affaires triviales. Avant, j'espérais toujours que ma mère prêterait plus d'attention à mes émotions, mais maintenant, puisque je suis mort, je préférerais que ces expériences passées restent scellées pour toujours comme un secret. À ce moment précis, je ne veux plus que ma mère sache quoi que ce soit sur mon passé, car cela ne ferait que rouvrir les cicatrices qui avaient à peine guéri. Ma mère a finalement ouvert mon journal. Elle s'est assise au bord du lit et a commencé à le feuilleter page par page. En ouvrant la première page, il était écrit en grandes lettres avec des marqueurs de couleur, « Le secret de Xianjiang ». Ma mère a froncé les sourcils, un peu déconcertée. Elle a continué à feuilleter. 12 juin, aujourd'hui c'est mon anniversaire, je suis très heureux, car ma mère m'a offert ce journal. C'est la première fois que je reçois un cadeau d'anniversaire de ma mère. J'ai entendu dire que d'autres enfants ont des carnets avec mots de passe, et mon petit frère en a un aussi. Qu'est-ce que je devrais y écrire? Mes pensées ont également suivi les pages que ma mère tournait, en me souvenant. Je me souviens que bien plus tard, j'ai su que ce carnet avec mots de passe était un que Su Yanqiu ne voulait pas. En réalité, ce jour-là, ma mère ne se souvenait même pas de mon anniversaire. Elle m'a juste jeté le carnet sans plus. Mais j'étais tout de même très heureux. 16 juin. Aujourd'hui, ma mère a préparé mes travers de porc aigre-doux préférés. En rentrant de l'école, j'ai senti l'arôme. Je me suis lavé les mains avec impatience et je me suis assis à table, mais ma mère m'a dit de m'écarter. Attends que ton frère revienne pour dîner. Soudain, je me rappelle que c'est aussi ce que Su Yanqiu aime le plus. Aujourd'hui, c'est le jour des jeux sportifs de son école. J'ai entendu dire qu'il est arrivé 3e, c'est pour cela que maman l'a récompensé. J'ai dû prendre mon sac à dos et retourner dans ma chambre pour faire mes devoirs, mais j'étais trop fatigué. Quand je finis mes devoirs, même maintenant en relisant ces mots, je ressens une certaine injustice. Quand j'étais petit, j'ai aussi gagné des diplômes lors des jeux sportifs à de nombreuses reprises. J'arrivais toujours premier en tout, mais maman ne m'a jamais récompensé. Ce jour-là, quand je suis sorti de ma chambre, j'ai vu papa et maman accompagner mon frère pour ouvrir ses cadeaux dans le salon. Des dizaines de boîtes, grandes et petites, formaient une montagne. J'ai couru, excité, mais maman m'a chassé de mauvaise humeur. Qu'est-ce que tu regardes? Il n'y a rien pour toi. N'essaie pas toujours de prendre les affaires de ton frère. J'ai observé de loin, sans oser m'approcher davantage. Le bonheur de Su Yanqiu prenait toute la place. Je me suis soudain souvenu des travers de porc aigre-doux que faisait maman. Mais quand je suis allé dans la salle à manger, je n'ai trouvé que les restes qu'ils avaient laissés. Su Xianjiang, aujourd'hui l'employé de maison se repose. Après avoir mangé, fait la vaisselle. Tout petit, j'ai apporté un tabouret, je l'ai mis à côté de l'évier et j'ai nettoyé avec soin les assiettes et les casseroles qu'ils avaient laissées. Maman a tourné plusieurs pages d'un coup. Le journal, déjà écrit de manière peu cohérente, est soudainement passé au collège. 28 avril. Il ne reste que quelques jours avant les vacances du 1er mai. Je pourrais enfin me reposer un peu. La 3e année de collège est vraiment épuisante. J'aimerais pouvoir aller dans une école internationale comme Su Yanqiu. Mais je crois que l'effort en vaut toujours la peine. Quand j'entrerai dans un bon lycée, maman sera sûrement fière de moi. En lisant cela, maman est restée stupéfaite. Depuis toute petite, elle avait toujours favorisé mon frère, sans supporter qu'il souffre le moins du monde. C'est pourquoi, dès la maternelle, elle l'a envoyé dans une école internationale. En revanche, j'ai toujours étudié dans des écoles publiques. Comme je l'imaginais, je suis entré dans le meilleur lycée de la ville. Mais maman ne s'en est pas réjouie, ni ne s'est sentie fière. Au contraire, elle m'a jeté une douche froide. À quoi ça sert de se vanter d'un lycée médiocre? Ton père et moi travaillons dur pour te payer tes études. Tu devrais nous donner les meilleurs résultats en remerciement. Si ce n'était pas pour tes bonnes notes, je t'aurais déjà fait quitter les études pour travailler. En tenant la lettre d'admission, toute ma joie s'est évanouie, il n'est resté que de la déception. Et Su Yanqiu, le favori de maman, pour avoir rencontré un groupe de délinquants de quelques années plus âgés que lui, a insisté pour être transféré dans une école publique. Lui, qui était déjà très joueur, a toujours fini dernier de la classe depuis son transfert, mais maman ne l'a jamais réprimandé. Le maximum qu'elle disait était « Mon fils, tant qu'il est sain et sauf, cela suffit ». 18 mai. Mon frère s'est battu avec d'autres à l'entrée de notre école. Avec les délinquants qu'il venait de rencontrer, il a fait un grand scandale, et même la police est arrivée. Sans savoir pourquoi, ils m'ont aussi emmené au commissariat. Quand maman est arrivée, mon frère s'est jeté dans ses bras et a éclaté en sanglots. J'étais déconcerté, sans comprendre de quoi il parlait. Mais maman m'a donné une gifle au visage, qui brûlait de douleur. Je me suis couvert la joue et j'ai voulu m'expliquer, mais avant de finir, maman m'a donné une autre gifle. Je suis resté étourdi par les coups. Mon frère s'est avancé et a dit que j'avais une relation amoureuse précoce. Quand maman a demandé la raison, Su Yanqiu a pris un air de victime. « Maman, ne frappe pas mon frère. C'est juste que j'ai appris qu'il avait une petite amie,
et j'avais peur que maman se fâche en le découvrant. Alors j'ai voulu le convaincre par moi-même de rompre. Mais mon frère a pensé que je me mêlais de ce qui ne me regardait pas et a appelé quelqu'un pour me frapper. Heureusement, des garçons plus âgés m'ont aidé à les arrêter, et je n'ai pas été blessé. Maman, furieuse, a écarquillé les yeux. Suxian-Yan, sais-tu que tu as bientôt des examens finaux et tu te mets à avoir des relations amoureuses précoces? Tu n'apprends pas ce qui est bien, mais à te battre, et en plus tu frappes ton propre frère. Est-ce que tu cherches la mort? Je n'avais rien fait, mais au final je n'ai pas pu me défendre. Maintenant, je n'y accorde plus trop d'importance. Elle a continué à tourner les pages. Il y a eu beaucoup d'autres occasions où j'ai été accusé à tort. Soudain, elle a froncé les sourcils et son expression est devenue sérieuse. C'est septembre. Aujourd'hui était mon premier jour à l'université, mais j'ai soudain reçu un appel de maman me demandant de demander une permission et de rentrer à la maison. Quand je suis arrivé, j'ai appris que mon frère avait cassé le bracelet en jade hérité de grand-mère que maman gardait. Après l'avoir cassé, il l'a remis dans la boîte. Quand maman l'a découvert, Su Yankyu a rejeté toute la faute sur moi. J'ai dit à maman que c'était Su Yankyu qui me calomniait, mais non seulement maman ne m'a pas cru, mais elle a dit que j'accusais injustement mon frère. Et elle a menacé de me couper complètement ma future pension. Papa a sorti la règle et m'a frappé durement. Il a dit qu'à partir de maintenant, il ne considérerait plus avoir ce fils, et ma mère est restée paralysée. C'est peut-être à partir de ce moment-là que, à l'exception du Nouvel An, je ne suis presque pas rentré à la maison pendant mes 4 ans d'université. Ma mère m'a traité de chien ingrat qui ne se laisse pas apprivoiser. Maintenant, enfin, elle comprend la vérité. Le 5 octobre. Aujourd'hui, c'est le 70e anniversaire de ma grand-mère. Beaucoup de parents sont venus, et mes parents lui ont aussi préparé beaucoup de cadeaux. Mais ma grand-mère, devant tout le monde, a ouvert la boîte cadeau qui contenait le bracelet en or et a découvert qu'elle était vide. Su Yankyu a crié que je l'avais volé. Les parents ont commencé à chuchoter, et je suppose qu'ils m'insultaient pour mon manque de considération. Mes parents, devant tout le monde, m'ont donné une sévère leçon. Je m'en doutais. C'était sûrement encore l'œuvre de Su Yankyu, mais cette fois-ci, je n'ai pas voulu m'expliquer, car je savais très bien que mes parents ne me croiraient pas. En mentionnant cela, je m'en souviens encore vivement. Comme si c'était arrivé hier, car ce fut la plus forte raclée que mes parents m'aient donnée. Je suis resté alité à la maison pendant 15 jours entiers, sans pouvoir me lever du lit. Mes parents m'ont beaucoup mis la pression sur le champ pour que je rende le bracelet. Mais je ne l'avais pas volé, comment allais-je le trouver? En arrivant à la maison, mon père, se sentant humilié, m'a fait tomber par terre d'un coup de pied. J'ai couvert ma tête avec mes mains, en le suppliant de me frapper plus doucement. Mais en me voyant, contrairement à mon habitude, sans pleurer ni me plaindre, mon père s'est mis encore plus en colère, pensant que j'étais délibérément têtu. Dépassant ses limites, il a enlevé sa ceinture et m'a fouetté avec force sur le corps. J'ai crié de douleur, le suppliant de me pardonner, mais il semblait ne pas entendre mes supplications, comme s'il voulait me laisser la peau à vif. Ma mère, debout à côté, ne cessait de me maudire. Suxian-Yan, si j'avais su que tu nous ferais autant honte, à ton père et à moi, je ne t'aurais jamais donné naissance. Les enfants des autres font la fierté de leurs parents, mais toi, tu nous fais seulement honte. Un enfant comme toi ne devrait pas vivre dans ce monde pour nuire aux autres. Su Yankyu, à côté, a dit avec sarcasme, « Maman, ne te fâche pas. Peut-être que mon frère a une difficulté cachée. » En entendant cela, mon père s'est mis encore plus en colère. Quelle difficulté cachée peut-il avoir? Il a fait en sorte que ta mère et moi perdions complètement la face. Tout en disant cela, mon père m'insultait et m'a frappé pendant 1 heure entière. Quand il a été fatigué et s'est arrêté, je gisais sur le sol, presque inconscient. Sans m'en rendre compte, je me suis endormi. Quand je me suis réveillé, il était déjà minuit, et j'étais toujours allongé sur le sol froid. En utilisant toutes mes forces, je me suis traîné jusqu'à la chambre. En tombant sur le lit, j'ai même pensé que je ne me réveillerais plus jamais. Ensuite, pendant 15 jours consécutifs, je suis resté alité sans pouvoir me lever. Bien plus tard, j'ai appris que c'est à ce moment-là que Su Yankyu était devenu accro au jeu. Il avait volé le bracelet de ma grand-mère pour payer ses dettes. En lisant cela, ma mère s'est un peu agitée et a serré fort mon journal intime. Toutes les injustices que j'avais subies au fil des ans apparaissaient une à une devant ses yeux. Ce n'est qu'alors qu'elle a su que, par la faute de Su Yankyu, j'avais été accusé à tort et frappé tant de fois. L'enfant qui, dans ses souvenirs, ne causait que des problèmes, avait toujours été incompris. Le véritable pervers, c'était Su Yankyu. Mais j'étais déjà mort. À quoi bon le savoir maintenant? Même si j'étais encore en vie, quel recours y aurait-il? Toutes ces années, le mal qu'il m'avait fait était déjà profondément gravé dans mon cœur. Au coin de l'œil de ma mère a brillé une larme de culpabilité. Elle n'a pas voulu continuer à lire. Elle a fermé lentement mon journal. Elle l'a serré contre sa poitrine, a fermé fort les yeux, et son expression semblait très douloureuse. Je pleurais sans cesse, mais sans émettre le moindre son. Cependant, cette fois, je ne pouvais ni ne voulais réconforter ma mère. Enfin, j'ai vu sur son visage une lueur de culpabilité à mon égard. Dans les jours qui ont suivi ma mort, Chia en venait assez souvent. Avant que ma mère ne puisse se remettre, la sonnette a de nouveau retenti. Ma mère a rapidement essuyé ses larmes et est allée ouvrir la porte. Su Yankyu est aussi sorti en courant de la chambre, tout excité,
et a arraché le sac des mains de Xiao. Sœur, quelle bonne chose m'as-tu apporté cette fois? Ma mère, contre son habitude, l'a réprimandé, Suyanku, ne sois pas si mal élevé. Va servir de l'eau à ta sœur. Tout en parlant, elle sanglotait à voix basse, je viens de lire le journal de Xiangyan, et j'ai réalisé que pendant tant d'années, ton père et moi l'avons mal compris. Moi, en tant que mère, j'ai été très négligente. En entendant la conversation entre ma mère et Xiao, Suyanku s'est inquiété, quel journal? Sur ce, la conscience coupable, il a couru vers ma chambre. Il a pris le journal que ma mère avait laissé sur mon lit, et a commencé à le feuilleter frénétiquement. Pour lui, ce journal était comme un registre de ses crimes. Après avoir lu quelques pages, il a désespérément essayé de tout déchirer. Xiangyan a écrit ça exprès pour que tu le vois. Maman ne l'a pas contredit. Mais, contre toute attente, elle n'a pas non plus suivi son discours, elle a juste répondu avec indifférence, « Ah, il est encore là. Ne laisse pas les autres se moquer. » Suyan qui, se rendant compte qu'il avait perdu son sang-froid, a couru dans sa chambre, rancunier, en claquant violemment la porte. Xian a réconforté doucement maman, « C'est du passé, tante, l'esprit de Xiangyan au ciel ne t'en voudra sûrement pas. C'est du passé, mais je ne pourrai jamais leur pardonner. » Maman s'est sentie apaisée, « Tu as raison, Xiangyan est un bon garçon, il ne s'énervera sûrement pas pour une si petite chose. Maintenant ils disent que je suis un bon garçon, mais pendant toutes ces années, je ne sais pas combien de fois ils m'ont traité de mauvaise graine. Maintenant que je suis mort. Ils me demandent encore de ne pas me plaindre, mais pour moi ce n'était pas rien, c'était le fardeau qui m'a écrasé petit à petit, et aussi le déclencheur qui m'a finalement tué. S'ils n'avaient pas tant gâté Suyanku toutes ces années, ils ne m'auraient pas autant détruit. Dans ma mort, tous dans cette maison sont des assassins. Après avoir calmé maman, Xiao a proposé de visiter ma chambre. Moi, un peu confus, je l'ai suivie. Elle a fermé la porte doucement et a observé avec attention chaque chose dans la chambre. La chambre n'était pas modeste, mais comparée à la luxueuse maison, elle semblait déplacée. Ma chambre n'était pas petite, mais il n'y avait qu'un lit, une armoire, une table et une étagère. Peut-être parce que je lui avais déjà raconté mes expériences d'enfant, Sean ne semblait pas très intéressé par mon journal. Elle a ouvert mon armoire, où pendaient mes rares vêtements, lui donnant un air vide. La plupart semblaient vieux, et un sweatshirt rouge attirait l'attention. Sean a sorti avec soin le sweatshirt de l'armoire, c'est celui qu'elle m'a offert. Au nouvel an dernier, tricoté par elle-même, et elle en avait un identique. Elle me demandait toujours pourquoi je ne le mettais pas, si je ne l'aimais pas, je me contentais de secouer la tête, en lui disant que ça n'allait pas avec mes vêtements. Mais quelqu'un comme moi, qui se contentait d'avoir quelque chose à se mettre, comment pouvais-je me soucier de les assortir? Je ne voulais tout simplement pas l'user. Le sweatshirt était dans une housse de protection, Sean l'a sorti. Elle s'est assise sur mon lit, a serré le sweatshirt que j'avais porté, y a enfoui son visage et a inspiré profondément. Comme si elle voulait trouver une trace de mon odeur. Puis elle a sangloté à voix basse, Xiangyan. Est-ce que tu vas bien là-bas? Elle a parlé très doucement, mais je l'ai entendu clairement. Je me sentais confus, n'avait-elle pas dit il y a quelques jours qu'elle voulait rompre avec moi et être avec Suyanku? Pourquoi se lamentait-elle sur moi aujourd'hui? Avant que je puisse comprendre la raison, elle s'est relevée et a commencé à fouiller dans ma chambre. Elle a examiné avec attention les livres que j'avais lus, comme si elle cherchait quelque chose. Après avoir cherché, son expression montrait de la déception, mais quelqu'un comme moi, juste une vie insignifiante, que pouvais-je lui laisser? Je n'ai pas pu m'empêcher de penser que son choix était peut-être le bon. N'importe qui préférerait être avec quelqu'un comme Suyanku, aimé de ses parents, d'une famille harmonieuse, beau, et fils de famille riche. Je me suis assis sur la chaise près du bureau, j'ai appuyé ma tête sur une main et j'ai regardé la femme que j'avais un jour profondément aimée. Il semblait que je ne pouvais vraiment rien lui offrir. Elle avait accepté de marcher à mes côtés. Dans mon moment de plus grande détresse, elle m'a sorti de l'abîme sans fin, je devrais être reconnaissant. À ce moment-là, je me suis senti libéré, je n'avais pas le droit de la blâmer, Xian. Faisons comme si elle m'avait vraiment aimé, et que tout cela soit un beau malentendu. Au moins ainsi, je peux me dire que ce monde n'est pas si impitoyable. On a entendu la porte d'entrée s'ouvrir. C'était papa qui rentrait. Xian s'est arrangé rapidement et a de nouveau esquissé un sourire sur son visage. Papa, sans même poser ce qu'il portait, a vu Xian sortir de ma chambre. Il a d'abord montré un peu de confusion, puis a salué chaleureusement, en est là. Et ce garçon, Yan Qi, qu'elle s'en gêne, il n'est même pas sorti pour dire bonjour. En parlant, il est entré et a vu maman sur le canapé, le visage en larmes et distraite. Il a pensé qu'elle était triste à cause de ma mort. Papa lui a tapoté l'épaule, ne t'afflige pas, Xiangyan a toujours été un garçon qui cherchait les ennuis, maintenant qu'il est parti. Nous sommes plus tranquilles. En raison de la présence de Xian, maman n'a pas dit grand-chose. Elle a juste soupiré doucement. Papa a chaleureusement invité Xian à s'asseoir. Et puis il a frappé 2 fois à la porte de la chambre de Suyanku. Yanku, sors et parle un peu avec ta sœur. Maman a tiré doucement sur la manche de papa. Oui, qu'il ne crie plus. Papa ne comprenait pas bien, qu'arrive-t-il à ce garçon? Il s'est déjà couché si tôt. Xian a remarqué que l'ambiance devenait gênante et s'est levé pour partir. Oncle et tante, il se fait tard,
je rentre à la maison. Papa a dit avec beaucoup de douceur, bien, rentre prudemment. Préviens ton oncle quand tu seras arrivé. Papa avait toujours apprécié Xiao, et la seule fois où il m'avait félicité, c'était pour avoir une bonne petite amie. Quand j'étais encore en vie, ce n'est que lorsque Xiao rentrait avec moi que papa esquissait un sourire. Maintenant, c'est comme ça. Ça ne me surprend pas, c'est juste que pendant un instant j'ai senti qu'aux yeux de papa, quiconque apparaissait le réjouissait plus que de me voir. Après le départ de Xian, maman est entrée dans ma chambre et a sorti le journal. Avec une expression sérieuse, elle l'a remis à papa. Regarde ce que ton fils a fait. Papa a froncé les sourcils, et sans même le lire, a commencé à insulter, Suxian-Yan, ce bâtard, quelle autre bêtise a-t-il faite? Ce n'était pas suffisant qu'il meure, il faut en plus qu'on nettoie ses dégâts. Peut-être parce que maman avait aussi pensé comme papa à un moment donné, elle a soupiré et n'a rien dit. Elle est juste restée sur le côté, attendant en silence que papa finisse de lire, papa tournait les pages une à une, et plus il avançait, plus son expression devenait sérieuse, jusqu'à la dernière page. Papa a fermé le carnet et a regardé maman avec incrédulité, ne sachant pas s'il avait pitié des injustices que j'avais subies toutes ces années, ou s'il refusait de croire que son Yankee puisse être si différent de l'apparence inoffensive qu'il montrait toujours. Je suis resté là, même si papa avait l'habitude de m'insulter et de me frapper quotidiennement, avec des mots parfois 100 fois plus blessants. Il n'avait jamais fait une telle scène à Su Yankyu. Même si ce n'était qu'une courte phrase, la sévérité suffisait à donner la chair de poule. Ses yeux qui semblaient déjà perçants, brillaient à ce moment-là comme des lames d'épée. Effrayé, j'ai reculé de quelques pas et me suis caché derrière le canapé. Craignant qu'il ne lève la main et ne détruise mon âme d'un coup, Su Yankyu a lentement ouvert la porte et est sorti timidement de la chambre. « Papa, je t'expliquerai demain. » Sa voix tremblait légèrement. Toutes ces années, papa l'avait toujours gâté, il ne l'avait jamais frappé ni insulté. Même lorsqu'il a su qu'il avait contracté des prêts usuraires pour jouer, il ne l'a que légèrement réprimandé. En voyant papa dans cet état, il a aussi pris peur. Avant, chaque fois que papa se mettait en colère contre moi, il s'en délectait et ne manquait jamais une occasion de jeter de l'huile sur le feu. Maintenant que c'était son tour, il savait ce que c'était que de se dégonfler. Mais, pour être honnête, c'était normal. Pour papa, se fâcher contre moi était son pain quotidien, et pas seulement pour lui, papa lui-même devait déjà y être insensible. Papa a jeté violemment mon journal sur la table. Au lieu de continuer à se chercher des excuses, il a feint une attitude de culpabilité et de repentir. « Désolé papa, je sais que j'ai eu tort. Aux funérailles de mon frère, je lui présenterai mes excuses comme il se doit. » Il semblait que l'expression de papa s'était un peu adoucie, alors il s'est mis à genoux brusquement devant lui et a commencé à faire la moue. « Tu me pardonnes, papa. Tu peux me punir comme tu veux. Ou tu peux me frapper, si tu veux. » Avant que Su Yankyu ne termine, papa a levé le bras bien haut. Mais Su Yankyu n'a fait aucune tentative pour esquiver, car il savait bien que, quoi qu'il arrive, papa n'oserait pas vraiment le frapper, et encore moins maintenant que j'étais mort, il y avait encore moins de raisons de le faire. Pourquoi frapperait-il son trésor pour un mort comme moi? En revanche, maman a instinctivement retenu papa. Yankyu a déjà reconnu son erreur. En plus, ce ne sont que des choses sans importance. Papa, qui n'avait en réalité aucune intention de frapper Su Yankyu, a profité de cette porte de sortie en entendant cela. « Petit voyou, si je te revois faire ça, alors là, je te donnerai une vraie correction. » Bien que ce soit une réprimande, je ne sais pas pourquoi j'entendais toujours l'affection de papa pour lui. Su Yankyu s'est levé rapidement du sol. Il a pris papa dans ses bras et, avec des airs d'enfant gâté, a dit « Je savais que papa était le meilleur. Je suis sûr que ça ne te fait pas mal de me frapper. » Papa lui a donné une petite tape sur la tête. « Oh, toi, avec ta petite bouche si mielleuse. Si seulement ton frère était comme toi. S'il n'avait pas été si têtu, il n'aurait pas reçu autant de corrections au fil des ans. Ah, bon, ne parlons plus de lui. Oui, si j'étais aussi mielleux que Su Yankyu et que je savais réjouir mes parents, il serait peut-être celui qui aurait reçu les coups toutes ces années. Mais j'ai toujours pensé qu'entre frères, il ne devrait pas y avoir tant de ruses, et j'ai toujours senti que je n'avais commis aucune faute. Il n'y avait pas besoin de donner beaucoup d'explications. Maintenant je vois que seul l'enfant qui pleure obtient le bonbon. Et moi, mourant injustement, je ne vaux même pas 2 mots de câlin de Su Yankyu. Quelques jours plus tard, par culpabilité, ma mère m'a organisé des funérailles à peu près décentes. En plus de quelques amis et membres de la famille, les médecins de l'hôpital de ma mère étaient également présents. Bien qu'en privé, ils avaient des doutes sur ma mort, face à l'autorité de ma mère, ils affichaient des sourires. Ils saluaient poliment. Il y avait aussi l'infirmière qui m'avait aidé à l'époque, portant un bouquet de fleurs. Elle s'est approchée de ma tombe et a dit à voix basse, « Je suis désolé. Si tu avais été un peu plus courageux à l'époque, tu ne serais peut-être pas mort. » De toutes les personnes présentes, elle a été la seule à m'aider, mais elle a aussi été la seule à s'excuser auprès de moi. En revanche, ma mère, sans aucun signe de repentir, s'expliquait aux autres, comme si elle pouvait ainsi effacer sa propre culpabilité. Le garçon, Xianjiang, n'obéissait pas depuis tout petit, et cette fois-ci,
Par rancune du passé, il a voulu faire du mal à son frère, mais il a fini par en subir les conséquences. Tous savaient dans leur cœur que maman favorisait mon frère et connaissait les injustices que j'avais subies toutes ces années, mais personne ne voulait en dire plus. Il faisait juste semblant de réconforter maman, ce qui m'a fait douter si, les jours précédents, elle avait vraiment ressenti ne serait-ce qu'un peu de tristesse pour moi. Au milieu de l'agitation, une sirène de police a soudainement retenti. Un groupe d'agents a écarté la foule et s'est approché de ma mère et de mon frère. Ma mère, déconcertée, est restée immobile. « Camarade policier, qui cherchez-vous » Le policier en charge a sorti une photo, l'a comparée et a dit « Excusez-moi, êtes-vous madame Mangiali ?» Ma mère a hoché la tête, stupéfaite. Le policier a brandi le mandat d'arrêt devant elle. « Alors, vous devrez nous accompagner. Nous avons reçu une plainte pour abus d'autorité. Utilisation abusive des ressources médicales publiques, retard de traitement ayant entraîné la mort. » Le frère cadet l'a arrêté. Il s'est interposé devant la mère, « Vous mentez. » Ma mère a été dévouée et honnête. Comment pourrait-elle faire une chose pareille? Si vous voulez l'arrêter, il vous faut des preuves. Elle s'est retournée et a crié, « Qui a dénoncé ma mère ?» L'infirmière qui était dans le coin s'est avancée. Elle a dit timidement, « C'est moi. » Suyankyu l'a attrapée par le cou. Il a levé le poing pour la frapper. Mais heureusement, la main levée a été arrêtée par les policiers. Ce qui m'a le plus surpris, c'est que Xian, qui avait toujours été aux côtés de la mère, s'est aussi avancé. Et moi aussi. La mère a écarquillé les yeux, la regardant avec étonnement. « Hein? Qu'est-ce que tu dis ?» Xian s'est placé à côté de l'infirmière. Elle a regardé la mère avec colère. Tous ceux qui ont fait du mal à Xianyan recevront aujourd'hui le châtiment qu'ils méritent. Suyankyu s'est libéré des policiers et s'est jeté sur Xian. « Notre famille t'a si bien traité. Pourquoi nous fais-tu du mal? En plus, tu ne travailles pas à l'hôpital. De quel droit dis-tu que ma mère a commis un délit? C'est une calomnie. » L'agent auxiliaire s'est précipité. Il l'a immobilisé au sol. Le policier en charge a élevé la voix sérieusement pour avertir, « Monsieur, s'il vous plaît, gardez votre calme. Nous agissons selon la loi. Si vous continuez ainsi, nous devrons vous emmener aussi. Si vous voulez des preuves, nous pouvons vous les montrer. » Cela dit, le policier a sorti son téléphone et a montré des preuves que la mère avait utilisé son poste pendant des années pour s'accaparer des ressources médicales. Venez immédiatement dans la chambre d'Iki pour la consultation. Ensuite, le policier a présenté un enregistrement de vidéosurveillance interne de l'hôpital. On y voyait clairement ce jour-là, j'étais allongé seul dans la salle d'opération pendant que tous les médecins étaient appelés ailleurs. Les preuves étaient irréfutables. La mère s'est effondrée, elle est tombée par terre, mais Suyankyu, avec des réflexes rapides, l'a soutenue. À ce moment-là, un policier a chuchoté quelque chose à l'oreille du chef. Ce dernier a sorti une autre photo, l'a comparée attentivement avec Suyankyu et a dit d'une voix grave, « Monsieur Suyankyu, vous êtes impliqué dans un homicide volontaire. Vous devrez également nous accompagner. » Les mots du policier ont provoqué un tumulte. Toutes les personnes présentes étaient déconcertées, y compris moi. Des crimes de sa mère, tout le monde savait quelque chose. Mais dire soudainement que Suyankyu était impliqué dans un meurtre. Tout le monde était confus. Seul Suyankyu a soudainement commencé à s'inquiéter. Il a crié avec agitation, « Vous mentez. Je n'ai jamais fait une chose pareille. Vous voulez m'arrêter? Très bien, je ne crois pas que vous puissiez présenter des preuves. » En revanche, Xiaonan, à côté, a affiché un sourire légèrement satisfait. « Qui a dit que je l'avais dénoncé? Seulement ta mère. Ne sais-tu pas bien ce que tu as fait? Ne crois pas toujours qu'en prenant un air innocent et pur, tu pourras t'en tirer. Si tu l'as fait, tu as sûrement laissé des preuves. » Suyankyu, maîtrisé par la police, pensait avec fureur, « Xiaonan, comment oses-tu me trahir? Tu n'as pas de preuves. Sans preuves, toi et ces policiers qui disent n'importe quoi en paieraient les conséquences. » Xiaonan s'est accroupi devant Suyankyu, le regardant avec une expression presque humble. « Premièrement, je suis la petite amie de ton frère Suxianjian, pas la tienne. Je ne l'ai jamais trahi. De plus, penses-tu que chaque fois que j'allais chez toi, c'était vraiment pour te voir? Une ordure comme toi ne vaut pas la millième partie de ton frère. Pensais-tu vraiment que tu me plaisais? » Face aux mots de Xiaonan, non seulement Suyankyu, mais moi aussi, nous avons été très surpris. J'ai secoué la tête, résigné. Quelle femme opportuniste! Avant, voyant que toute la famille favorisait Suyankyu, elle m'a trahi. Maintenant qu'elle voit que sa mère est sur le point de tomber entre les mains de la loi, elle joue la fille bien. Elle s'en est lavé complètement les mains. Si je n'avais pas observé tout cela, j'aurais presque cru à ses mensonges. Je ne sais pas d'où elle a appris qu'ils avaient dénoncé sa mère, mais de toute façon, au moins elle m'a aidé une fois à la fin. Sans sa dénonciation, la police n'aurait peut-être pas enquêté si vite. Suyankyu. Avant que Suyankyu ne réagisse, le policier a calmement levé le téléphone à nouveau. Ceci est une vidéo de surveillance du garage du quartier résidentiel. Les images montrent que la veille de l'accident, Suyankyu s'est approché furtivement d'une voiture et a endommagé les plaquettes de frein, en murmurant « meurt ». Et cette voiture était justement le véhicule privé du défunt Suxianjiang. Le visage de Suyankyu a pâli instantanément. Il ne s'attendait pas à ce que ce jour-là ma mère insiste pour que je le conduise. Obligé.
Il est monté dans la voiture avec moi. Alors j'ai compris pourquoi il était si nerveux en montant ce jour-là. Il n'arrêtait pas de me rappeler de conduire doucement. Ce n'était pas de l'inquiétude, c'était de la peur. Ma sœur aînée est tombée à genoux en pleurant. Yankee, pourquoi as-tu fait ça? Pourquoi? Je sais peut-être pourquoi. Il y a quelques mois, Suyankyu a de nouveau contracté des prêts usuraires pour le jeu. Finalement, il n'a pas pu payer, désespéré, il est venu me demander de l'aide. Mais je n'avais pas d'argent supplémentaire pour l'aider. Je lui ai conseillé de se rendre à la police. À genoux, il a pleuré et m'a supplié de ne pas le faire. Frère, si tu me dénonces, tu détruiras ma vie. On va me couper les mains. Je t'en prie, mon frère, aide-moi. Mais je ne voulais pas le laisser continuer à faire des erreurs. Je voulais encore moins que les efforts de maman et papa pendant toutes ces années soient vains. Je suis resté ferme et j'ai refusé. Me voyant inflexible, il a fomenté un plan diabolique. D'une voix pitoyable, il m'a trompé, c'est d'accord, grand frère. J'accepte de me rendre, mais peux-tu me donner 2 jours pour m'y préparer psychologiquement? Je l'ai trouvé si pitoyable que, une fois de plus, mon cœur s'est adouci et j'ai accepté. Mais qui aurait imaginé qu'il essaierait de me tuer pour me faire taire à jamais? Ensuite, la police a sorti une autre vidéo de ma caméra embarquée et l'a montrée à ma mère. Regardez, voici le fils que vous avez tué en retardant son traitement avec les ressources médicales que vous avez mobilisées. Dans la vidéo, à l'instant de l'accident, ignorant la vérité, par instinct, j'ai protégé mon petit frère en l'entourant de mon corps. Le fort impact, mon gémissement, et finalement ma respiration de plus en plus faible à travers la vidéo ont résonné clairement dans les funérailles silencieuses. La vidéo terminée, le policier a habilement mis les mains de Suyankyu dans son dos et lui a passé les menottes. En apprenant la vérité, mes parents et ma grande sœur ont regardé Suyankyu avec incrédulité. Tous sont tombés dans un silence de mort. En réagissant, ma mère s'est précipitée, s'agrippant désespérément aux vêtements de Suyankyu. D'une voix stridente et déformée, Suyankyu, tu es un assassin, quelle cruauté. Même envers ton propre frère aîné, toutes ces années, il t'a toujours tout cédé. Que d'injustice il a subi, comment se fait-il que cet enfant ne soit jamais satisfait? C'est de ta faute et de celle de ton père, nous t'avons trop gâté, aujourd'hui je vais te donner une leçon. Maman s'est emportée davantage, et a levé la main pour frapper Suyankyu, mais la police l'en a empêché. C'était la première fois de toutes ces années que je voyais maman le frapper. Suyankyu a pensé qu'il s'en était tiré. Mais papa lui a donné un violent coup de pied, on voyait qu'il y avait mis toute sa force. Suyankyu, menotté, est lourdement tombé au sol en poussant un cri de douleur, mais malgré cela, son visage affichait toujours du défi et de la rancune. Quand la police l'a relevé, il a craché du sang vers papa. Juste au moment où papa allait le frapper à nouveau, la police l'a arrêté. Il a éclaté de rire, puis a tourné la tête et regardé maman. Dans ses yeux, il n'y avait plus une once de tendresse, seulement une joie frénétique et une distorsion totale. Que je suis cruel, ce n'est pas ce que tu m'as appris, je suis un assassin. Le jour de l'accident, qui a appelé tous les médecins dans ma chambre, l'empêchant d'être opéré à temps? N'était-ce pas toi? Sans toi, aurais-je pu le tuer si facilement? Ma chère maman. La façon dont il parlait était complètement différente de son apparence inoffensive de lapin blanc. À ce moment-là, il ressemblait à une bête sans sentiment, même envers sa propre mère. Les paroles de Suyankyu ont été comme une aiguille chauffée à blanc plantée dans le cœur de maman, le remuant sans cesse. Son corps s'est figé instantanément, comme si toutes les erreurs et les préjugés du passé s'étaient transformés en chaînes entravant son âme, frappé sans pitié par une énorme culpabilité. Cette prise de conscience tardive, mêlée à la douleur d'être dévoré par son propre fils, a fini par l'anéantir. Maman s'est agrippée les cheveux avec force, a écarquillé les yeux démesurément, en secouant la tête. Balbutiant, non, toujours sans réfléchir. Mais pour se justifier, il était lui, très lucide et rationnel. L'expression de Suyankyu s'est peu à peu déformée, devenant une grimace de désespoir. Et alors? Ma chère maman, malgré toutes mes précautions, sans vous, je n'aurais pas réussi, n'est-ce pas? Donc finalement, je dois tout à votre talent. Les mots de Suyankyu, qui ressemblaient à un compliment, ont été comme la malédiction la plus cruelle, remplissant maman de honte et de désespoir. Maman a finalement réalisé à quel point ses erreurs toutes ces années avaient été ridicules, à quel point elles étaient impardonnables. Elle est tombée à genoux et s'est donné une violente gifle, claire et sonore. Pardon, Xianjiang, tout est de ma faute. Je t'ai calomnié toutes ces années. Je devrais mourir. Elle a rampé jusqu'à ma pierre tombale, sanglotant, l'étreignant fortement, caressant ma photo avec un sourire doux. Réveille-toi, s'il te plaît. Xianjiang, maman te demande pardon. Maman s'agenouille devant toi. Je te présente mes excuses les plus sincères. Tu ne voulais pas étudier à l'étranger? Maman te donne l'argent. Maman t'y enverra. Non, ce n'est pas ça. Maman ira avec toi, d'accord. Maman a eu tort. Maman a vraiment eu tort. Instinctivement,
j'ai voulu essuyer mes larmes. Mais j'ai soudain réalisé que maintenant je ne pouvais même plus pleurer. Maman, je n'ai plus ce désir maintenant. Si je pouvais revivre, la seule chose dont j'aurais besoin, c'est que vous et votre bon fils restiez loin de moi. En terminant, maman a frappé sa tête contre ma pierre tombale. Le son sourd était glaçant. La police s'est empressée de relever maman. Mais le sang rouge sur son front est resté, tachant ma photo en noir et blanc. Sous le ciel nuageux, ce rouge était si aveuglant. Comme quand je suis né, maman me tenait et la lumière du soleil tombait sur mon visage. Tout aussi aveuglant. Si les excuses de maman étaient arrivées plus tôt, je pense que j'aurais peut-être pu expérimenter un peu de chaleur maternelle dans ce monde. Mais tout cela est arrivé trop tard. Maintenant, je suis mort. Et mon cœur aussi. Peu importe ce qu'ils disent, je ne pourrai jamais leur pardonner. Mais maman, je ne t'en veux pas, seulement je ne peux pas accepter toutes les injustices que j'ai subies ces années, et encore moins accepter que ma propre mère me laisse mourir sur la table d'opération dans ce désespoir. Après un moment d'agitation, la police a emmené maman et mon frère. Papa et ma sœur ont également été emmenés pour coopérer à l'enquête. L'infirmière qui a dénoncé ma mère s'est approchée de ma tombe et est restée silencieuse un moment. Avant de partir, elle a laissé échapper cette phrase: « Cette fois, j'ai été courageuse. » Ils ont emmené tous ceux qui t'ont fait du mal. Je suis sûr que la loi te donnera une réponse satisfaisante. Peut-être, en tant qu'infirmière débutante, ressentait-elle de la compassion pour tous les patients, pensant toujours que la mort d'un malade était due au fait de ne pas avoir fait assez d'efforts. Je l'ai regardé et j'y ai vu le reflet de celui qui, au début de sa carrière, était naïf et bon comme moi. Lentement, je lui ai touché l'épaule et lui ai dit en silence: « Ce n'est pas ta faute, va de l'avant. » Dommage que, je n'étais qu'une âme, elle ne pouvait ni me sentir ni m'entendre. Quand tout le monde est parti, ma petite amie, Xian, est venue seule devant ma pierre tombale. Juste au moment où je m'apprêtais à partir, je me suis arrêté. J'étais curieux de savoir ce qu'elle voulait faire, mais elle est restée là, immobile, pendant 10 minutes. Sans rien faire, sans rien dire, fixant simplement ma photo sur la pierre tombale. Soudain, elle a retroussé ses manches et, du bout des doigts, a soigneusement nettoyé la tache de sang que ma mère avait laissée sur ma photo, tout en murmurant à voix basse, comme si elle me parlait: « Maintenant tu peux partir en paix, n'est-ce pas ?» Cela m'a un peu surpris. Pouvait-elle me voir? Pour le vérifier, devant elle, j'ai flotté d'un côté à l'autre pendant un bon moment, j'ai même agité la main exprès. Mais d'après sa réaction, son regard restait fixé sur la tombe. Je devais me faire des idées. Bien qu'à bien y penser, si elle pouvait vraiment me voir, comment aurait-elle pu dire ces mots blessants devant moi auparavant? C'était peut-être juste un souhait tardif pour celui qui n'est plus là. Mais je ne comprends pas si le comportement actuel de Xian est motivé par la culpabilité, ou s'il lui reste encore un peu d'amour pour moi. Je ne connais pas la réponse, et peut-être ne la saurai-je jamais. Mais je n'ai pas non plus envie de la savoir. Je préfère penser qu'elle m'a vraiment aimé profondément à un moment donné, et que tout cela n'est qu'un beau malentendu. Au moins ainsi je peux sentir que ce monde n'est pas si impitoyable. Plus d'un demi-mois plus tard, le verdict du procès est tombé. Suyankyu, pour homicide volontaire. Avec des preuves accablantes et des circonstances extrêmement graves, il a été condamné à mort. Ma mère, pour abus de pouvoir ayant causé la mort et une longue série d'opérations irrégulières, a été condamnée à la prison à vie, avec privation de ses droits politiques à vie. Peut-être parce que la grande vengeance était accomplie, mon âme est devenue libre. Plus attachée aux côtés de ma mère. Je pouvais flotter à volonté, aller où je voulais. Ma première destination a été la prison pour condamné à mort où se trouvait Suyankyu. En tant que condamné à mort, il était détenu dans une cellule sombre et solitaire. Le petit prince qui fut autrefois choyé par toute la famille gisait maintenant plongé dans la misère, particulièrement seul et misérable. Pendant ces jours d'attente avant l'exécution finale, Suyankyu vivait dominé par la peur de la mort. La plupart des repas que les gardiens lui apportaient tous les jours restaient intacts, il les renversait par terre. Il avait tellement perdu de poids qu'il était méconnaissable, les yeux creux, comme s'il avait vieilli de 20 ans en peu de temps. Il ne restait plus aucune trace de son ancienne arrogance. Avant, maman, papa et ma sœur se seraient tellement angoissés, désirant lui offrir toutes les bonnes choses du monde. Mais maintenant, personne ne voulait venir le voir. Papa pouvait à peine se sauver lui-même, ma sœur l'évitait, et maman le haïssait jusqu'aux os. Je suis entré en flottant dans sa cellule, suspendu en l'air en silence, l'observant recroquevillé dans un coin, tremblant la tête entre les bras. Le jour de son exécution par balle, j'ai flotté silencieusement au-dessus du lieu d'exécution, comme un spectateur indifférent. Au moment du tir, j'ai vu son corps tressaillir violemment. Son visage s'est rempli d'une terreur extrême. « Frère, frère !» Son âme a souri d'un rire sarcastique, sa voix stridente et désagréable. « C'est toi. Tu n'es pas parti. Ne t'approche pas !» a-t-il crié en agitant frénétiquement ses bras à demi transparents. Il voulait me repousser, mais ne parvenait qu'à traverser mon corps en vain. « Pardon, je sais que c'est mal, ne me tue pas. S'il te plaît, ne me tue pas. » Il criait et suppliait entre des sanglots incohérents,
se rendant ridicule, très différent de la fausse docilité et pitié qu'il montrait de son vivant. Je l'ai regardé, et en moi il n'y avait que du calme. J'avais même envie de rire. Te tuer, ai-je dit avec dédain. La communication entre les âmes n'a pas besoin de mots. N'es-tu pas déjà mort? Suyankyu a baissé la tête soudainement, regardant le cadavre qui gisait sur le sol, le sien. Il a touché son visage avec incrédulité, puis sa poitrine, mais sa main n'a trouvé que le vide. Je suis vraiment mort. Ce n'est pas possible, c'est un rêve, un rêve. Il refusait d'accepter la réalité, son âme tremblait violemment. Je comprenais bien ce qu'il ressentait. Après tout, quand je suis devenu une âme, j'étais moi aussi perdu et confus, avec beaucoup de souvenirs flous. Mais je ne voulais pas qu'il parte comme ça, étourdi et sans but. Je m'en suis approché en flottant. Mot par mot, je le lui ai rappelé avec clarté. Tu as oublié? Aujourd'hui est le jour de ton exécution par balle. Tu as tué quelqu'un, ton propre frère. Maintenant, c'est à la loi de te juger. Non, Suyankyu s'est couvert la tête. Il a poussé un cri déchirant. Les souvenirs de sa vie passée, comme un tsunami, ont fait irruption dans la conscience de son âme nouvellement née. Il a levé la tête brusquement, ses yeux se sont fixés sur moi, injectés de sang et pleins de folie et de terreur absolue. C'est seulement alors qu'il s'est rendu compte clairement qu'il était mort, et que c'était un châtiment mérité. Une mort sans valeur. Abandonné de tous. Il a laissé échapper un rire sinistre chargé d'un repentir infini. Son âme, comme un ballon percé, a tremblé et s'est tordue violemment, puis, avec un léger bruit, s'est complètement désintégrée devant mes yeux. Transformée en point de lumière, elle a disparu dans les airs. Anéantissement total. Condamné pour toujours, sans possibilité de réincarnation. En voyant celui qui m'avait mené à la mort finir ainsi, le ressentiment que j'avais réprimé pendant plus de 20 ans a semblé se dissiper un peu. Je n'ai pas ressenti la joie que j'imaginais, seulement un vide et un calme immense. Ensuite, je suis allé à la prison où se trouvait maman. Plus tard, on l'a transférée à l'unité de soins intensifs de l'hôpital psychiatrique municipal. Bien qu'elle n'ait pas été condamnée à mort, elle passera probablement le reste de sa vie entre ces 4 murs blancs et derrière ces barreaux de fer. Maman supportait chaque jour dans sa chambre le tourment mental le plus cruel qu'une mère puisse subir. Son humeur allait et venait. Quand elle allait bien, elle s'asseyait sur le lit, immobile, regardant par la fenêtre, le regard perdu, murmurant mon nom, ou prononçant des fragments de mon enfance. Quand elle allait mal, elle pleurait et riait, courait et criait, parfois elle attaquait le personnel médical qui s'approchait. Parfois elle se frappait la tête et la poitrine avec les mains comme une folle, et plusieurs infirmiers ne parvenaient pas à la maîtriser. Je restais là, à ses côtés, en silence, jour après jour. Je ne savais pas pourquoi je restais là. Peut-être parce que je n'avais nulle part d'autre où aller, ou peut-être qu'au fond de mon cœur, il restait encore un vestige d'attachement et de curiosité envers ma mère. Cette figure, je voulais voir ce qu'elle deviendrait à la fin. Mais en la voyant maintenant, dans cet état, n'étant ni humaine ni fantôme, cela ne m'émouvait pas. Seulement de temps en temps une pensée me traversait l'esprit, c'est pathétique. Plus tard, son état a semblé se stabiliser un peu, développant une manie fixe. Chaque fois qu'elle voyait quelqu'un, elle attrapait la manche de la personne et disait, d'un ton mêlant fierté et délire. Mon fils s'appelle Shu Xiangjiang. Il est incroyable, il est entré dans la meilleure université du monde. Maintenant il étudie à l'étranger, n'est-ce pas? Quand il aura terminé et qu'il rentrera à la maison, je l'amènerai pour que vous le rencontriez. Il est grand et beau, depuis qu'il est petit, il est très sensé, très filial. Parfois, elle avait aussi de brefs moments de lucidité. Dans ces moments-là, elle devenait inhabituellement silencieuse, elle se recroquevillait juste dans un coin du lit, regardant fixement ses mains tremblantes, ou le vide. Tandis que les larmes coulaient silencieusement, grosses et lourdes, je pouvais sentir que ces moments de lucidité étaient pour elle plus douloureux que la folie. Toutes les erreurs irréparables, la dette et le meurtre de son propre fils, devenaient une torture éternelle dans son cœur. C'est ainsi que s'est écoulé je ne sais combien de temps encore, jusqu'à ce que même moi, en tant qu'âme, je ressente un peu de lassitude. Soudain, j'ai eu très envie d'aller me promener, de voir ce monde humain que j'avais quitté si tôt sans en avoir bien profité. Mais en flottant dehors, les rues animées, les foules, cette famille avait complètement perdu son aspect de foyer, elle était devenue froide et en ruine. Les vêtements sales de ma sœur traînaient partout. Les boîtes de repas à emporter à moitié mangées s'empilaient sur la table basse, et dans l'évier de la cuisine, les assiettes et les couverts formaient déjà une haute pile, dégageant une légère odeur de rance. Juste au moment où je me demandais pourquoi ma sœur, Xuan Ying, qui travaillait toujours dans une autre ville, était encore ici. Sans partir, j'ai entendu de sa chambre la voix fière d'un homme au téléphone. Celle qui était autrefois la brillante et inflexible directrice sue dans l'entreprise, parlait maintenant d'un ton plein de supplications humbles. Directeur Zhang, directeur Wan, je vous en supplie, donnez-moi une autre chance. Tout cela, ce sont mes parents qui l'ont fait. Je ne savais rien,
je ne suis pas comme eux. Ces reportages sont de pures inventions. Regardez mon rendement dans l'entreprise pendant toutes ces années. S'il vous plaît, ne me renvoyez pas, d'accord? J'ai vraiment besoin de ce travail. À travers la conversation entrecoupée par les sanglots de ma sœur, j'ai pu reconstituer les informations. Les médias avaient rapporté en détail les affaires de notre famille, déclenchant une énorme attention sociale et une tempête dans l'opinion publique. L'entreprise de ma sœur, sous la pression de l'opinion publique et des enquêtes internes, l'avait déjà licencié. On disait qu'à ce moment-là, de nombreux internautes en colère et des personnes éprises de justice s'étaient rassemblés devant son entreprise avec des pancartes, exigeant une punition sévère pour les complices d'une famille partiale. Elle, en tant que cadre supérieur, son image était profondément liée à celle de l'entreprise, donc l'entreprise n'a pu que la sacrifier pour se sauver. Et le nom de Su Guanyin était déjà ruiné dans le secteur. Tous les CV qu'elle avait envoyés étaient restés lettres mortes. Aucune entreprise n'osait embaucher quelqu'un qui pourrait provoquer une crise de relations publiques. Sans autre issue, ma sœur n'arrêtait pas de passer des appels encore et encore, suppliant ses anciens patrons et collègues, mais elle n'obtenait que des refus froids où on lui raccrochait directement au nez. Au fond, elle savait aussi que faire cela n'avait pas de sens, mais à part ça, elle semblait ne pas avoir d'autre choix. Après avoir raccroché, ma sœur s'est effondrée sur le lit en désordre, les yeux vides fixant le plafond. Son visage montrait un engourdissement au bord de l'effondrement. Peut-être que maintenant elle ne sait même plus vers qui diriger sa rancune. Plus pitoyable que ma sœur était mon père. Autrefois, dans le monde des affaires, il était l'inflexible président d'une société cotée en bourse. Maintenant il était complètement ruiné, piégé dans cette luxueuse villa qui se transformait peu à peu en prison. Depuis que les affaires de ma famille ont été entièrement révélées, les actions de l'entreprise de mon père ont commencé à chuter en flèche. Sans frein, les autres directeurs et actionnaires lui ont rejeté toute la faute de la colère et des pertes, le critiquant pour ne pas avoir une bonne éducation familiale et pour avoir porté préjudice à l'entreprise. Incapable de faire face à tout cela, mon père a choisi de fuir. Il n'allait plus à l'entreprise, il s'enfermait dans sa chambre toute la journée, accompagné seulement par des bouteilles d'alcool. Le sol était couvert de bouteilles vides, il n'y avait presque plus de place pour mettre un pied. Une forte odeur d'alcool mêlée à la puanteur aigre de la nourriture pourrie imprégnait l'air. Mais comment les représentants d'autres entreprises réclamant des indemnisations ou les journalistes cherchant à extraire la moindre information croustillante allaient-ils le laisser en paix si facilement? Chaque jour, ils bloquaient l'entrée de la villa, sonnant à la porte comme des fous, tambourinant en criant et proférant des insultes à tue-tête. Mon père, excédé et irrité, a détruit tout ce qu'il pouvait casser, y compris son téléphone portable. Mais cela n'a fait qu'empirer les choses. En coupant unilatéralement la communication, il a rendu encore plus de gens furieux. Certains internautes qui voulaient me rendre justice ont même organisé une manifestation et jeté de la peinture rouge criarde sur sa porte, écrivant en lettres voyantes des phrases venimeuses comme « Père assassin » ou « Le favoritisme finit mal ». Mon père, toujours si imposant, comment allait-il supporter un tel traitement de rue? À plusieurs reprises, furieux, il a ouvert la porte d'entrée avec des yeux injectés de sang comme un fou, hurlant à la foule de partir, allant jusqu'à perdre le contrôle et menacer de les tuer, mais cela ne lui valait qu'un instant de silence, suivi d'une avalanche encore plus grande d'insultes et d'enregistrements. Sans issue, mon père a pensé à en finir avec la vie, mais l'entrée de sa maison était complètement bloquée. Il n'avait même pas l'occasion de monter furtivement sur le toit. Ainsi, jour après jour, il vivait plongé dans la léthargie de l'alcool et le harcèlement constant de l'extérieur, dans l'obscurité la plus absolue, préférant la mort à la vie. Juste après sa dernière cuite. Étourdi, il a levé la tête, et son regard trouble a croisé soudainement et directement le mien, alors que je flottais à mi-hauteur dans la pièce. Mon père a sursauté. La bouteille qu'il tenait à la main est tombée au sol avec un bruit sourd. Il s'est frotté les yeux avec force. Il a fixé son regard dans ma direction, et d'une voix sèche et rauque, tremblante d'incrédulité, il a dit « Xiangyan, Xiangyan, c'est toi ». J'ai pris peur, pensant qu'il était tellement ivre qu'il hallucinait. Je suis resté paralysé, n'osant pas bouger, mais mon père s'est levé en titubant du bord du lit et a marché vers moi. Il tenait encore inconsciemment une autre bouteille à moitié vide à la main, avec des pas hésitants. Il s'est arrêté à moins d'un mètre de moi, a plissé ses yeux troubles et m'a regardé avec perplexité, m'observant un bon moment, jusqu'à ce qu'il esquisse soudain un sourire et lâche un rire qui sonnait pire qu'un pleur. Un rire encore plus strident. « Ah, c'est vraiment toi. Mon bon fils, es-tu revenu ? Es-tu revenu pour me réclamer la vie ?» Il semblait avoir retrouvé un peu de lucidité, il s'est laissé tomber sur le dos sur le bord en désordre du lit. Il a levé la tête et bu une autre gorgée d'alcool, puis il a baissé la tête et a murmuré pour lui-même en regardant ses mains, « Xiangyan, papa te demande pardon. » Papa l'admet et il a tendu dans ma direction ses mains qui se sont si souvent levées et abattues sur moi, tachées de mon sang et de mes larmes. Idiot d'enfant,
regarde un peu, son ton avait même une étrange affection. Ne t'inquiète pas, papa ne te grondera plus. Celui qui aurait dû mourir, c'est moi, je suis le père incompétent. Je m'en suis rendu compte. Peut-être qu'il pouvait vraiment me voir. J'ai essayé d'agiter la main devant ses yeux. Le regard de papa a suivi le mouvement de ma main, et alors, il m'a adressé un sourire d'une amertume extrême. Arrête de la bouger. Papa peut vraiment te voir. Pour cette attention et cette affection de papa, arrivé avec plus de 20 ans de retard. Je n'ai ressenti aucune chaleur, mais plutôt un fort sentiment de malaise et d'inquiétude. Père, ai-je ouvert la bouche? J'ai appelé en silence ce titre étrange et lourd. Père, à la fin. Son visage rougi, par cet appel illusoire, a montré une tendresse presque satisfaite. Ah! Papa t'a entendu. Xiang Yan, tu es encore prêt à me reconnaître comme ton père. Cela me suffit. Je n'en demande pas plus. Me voyant sans parler pendant un bon moment, papa a continué à murmurer de son côté, comme s'il s'était retenu pendant très longtemps. Il avait enfin trouvé quelqu'un à qui se confier. Xiang Yan, tu détestes papa? Je suis resté silencieux un moment, puis j'ai hoché la tête avec fermeté. Je l'ai détesté. Bien sûr que je l'ai détesté. Ces coups de ceinture qui s'abattaient sur mon corps. Ces insultes qui glaçaient jusqu'aux os. Ces nuits et ces jours pleins de partialité et d'humiliation. Comment n'aurais-je pas pu le détester? Papa a bu une autre gorgée d'alcool, ce liquide piquant. Il semblait lui brûler la gorge et le cœur. Et maintenant, ne reste-t-il que de la déception? J'y ai pensé sérieusement. La haine, avec leur châtiment et mon âme errante, semblait s'être évanouie peu à peu. Mais cette sensation glaciale d'être complètement abandonné par ses proches, ce désespoir total envers le rôle de père, s'est gravé encore plus profondément dans mon âme. J'ai hoché la tête de nouveau, avec beaucoup de fermeté. Cette fois, je n'aurais plus peur de lui. Peut-être parce que je savais que j'étais une âme et qu'il ne pouvait pas me faire de mal. Ou peut-être pour avoir vécu la mort et vu tout cela, j'étais devenu intrépide. Papa m'a vu hocher la tête et a pris une expression plus laide que les pleurs. Il a allumé une cigarette, et parmi la fumée qui se répandait, il a hoché la tête. La déception, c'est juste. Si tu avais dit non, papa ne t'aurait pas cru. Peu importe, papa l'admet. Il a exhalé une épaisse bouffée de fumée. Son regard s'est perdu dans l'obscurité infinie par la fenêtre. Papa te promet que dans la prochaine vie, je serai un bon père. Je te rendrai toute l'affection que je te devais dans cette vie. J'ai secoué la tête, disant silencieusement des lèvres, ce n'est pas la peine. Dans la prochaine vie, je veux changer de père. La main de papa qui tenait la cigarette a bougé brusquement, la cendre est tombée sur son pantalon sans qu'il s'en aperçoive. Il m'a regardé fixement quelques secondes, puis, avec une autre expiration de fumée, comme s'il s'était complètement dégonflé, s'est voûté tout entier et a hoché la tête lourdement. Bien, papa comprend. Nous, père et fils qui fûmes étrangers de notre vivant, dans ces retrouvailles étranges après la mort, pour la première et la dernière fois, avons gardé un silence si harmonieux, restant en silence l'un à côté de l'autre, bien que déjà séparés par la vie et la mort. Cette nuit-là, papa a bu seul tout l'alcool qu'il a trouvé dans la chambre. Le lendemain, lorsque les créanciers, impatients, ont forcé la serrure et sont entrés, ils l'ont trouvé déjà effondré près du lit. Le corps était froid. L'autopsie a déterminé, mort subite par infarctus aigu du myocarde, aggravé par un alcoolisme excessif. Sans soutien financier et après avoir perdu tous ses proches, la sœur aînée, Su Guanyin, s'est aussi complètement effondrée. Elle a arrêté de sortir, a arrêté de répondre au téléphone, et chaque jour, elle errait comme un fantôme. Elle déambulait dans la villa vide et silencieuse, fouillant les tiroirs et les armoires, comme si elle cherchait quelque chose de valeur. Ou peut-être qu'elle le faisait juste sans but précis. Les gens qui s'attroupaient à l'entrée, avec le temps et le départ successifs des protagonistes, ont fini par diminuer. Mais les vrais créanciers persistaient comme des chiens de chasse flairant le sang, refusant de partir. Ils craignaient de ne pas pouvoir obtenir la compensation tant attendue, à savoir que le fils paie les dettes du père. Peu de temps après, par une nuit silencieuse et profonde, la sœur aînée, Su Guanying, a ingéré un flacon entier de somnifères périmés qu'elle avait trouvé on ne sait où. Elle est partie en silence, sans laisser le moindre mot. Ce n'est que plusieurs jours plus tard que ceux à l'extérieur ont senti une odeur nauséabonde s'infiltrer par l'interstice de la porte. Lorsque la police a fait irruption, son corps était déjà en putréfaction. On dit que ceux qui étaient sur place ont remarqué que, quelques instants avant de mourir, son regard était dirigé vers la porte, avec une main légèrement tendue, comme si elle essayait d'attraper quelque chose, ou comme si elle espérait en vain une rédemption qui n'arriverait jamais. Moi, debout près de son lit, déjà froid, je l'ai observée pendant très longtemps. Elle m'avait rarement frappé de sa propre initiative, mais à chaque fois que Su Yanku me tendait un piège, et que ma mère me réprimandait, elle était toujours là, m'observant de côté avec un regard froid, même de mépris, complice de la situation, et de temps en temps elle ajoutait 2 commentaires qui scellaient ma culpabilité. En la voyant arriver elle aussi à sa fin d'une manière si solitaire et désespérée, le dernier et ridicule lien qui m'attachait à ma famille a semblé se dissiper complètement, avec l'odeur de mort qui imprégnait la villa. Juste avant que ma conscience ne soit sur le point de s'effacer pour toujours de ce monde, j'ai rendu une dernière visite à l'hôpital psychiatrique. Ma mère était toujours assise, immobile,
dans sa chambre fortement sécurisée. Vêtu de l'uniforme à rayures bleues et blanches, tournant le dos à la porte, regardant le petit rectangle de ciel divisé par les barreaux de fer. Alors que je m'apprêtais à partir en silence, soudain, comme si elle avait perçu quelque chose, elle a lentement tourné la tête. Son regard a traversé l'air froid et, avec une précision étonnante, s'est posé directement sur moi. Ses yeux, d'abord vides et perdus, se sont peu à peu illuminés, comme si parmi les cendres mortes jaillissait une étincelle faible mais tenace. Tremblante, elle a tendu vers moi ses mains osseuses et ridées. Et sur son visage s'est dessiné un sourire pur et enfantin, mais déchirant. Xiangyan, tu es revenu? Es-tu venu voir maman? Maladroitement, elle a cherché dans les poches de son uniforme, et après un moment a sorti 2 bonbons aux fruits déjà un peu fondus et déformés. Avec précaution, elle les a tenus dans la paume de sa main, me les offrant. Maman se souvient que tu adores les bonbons. Maman les a gardés pour toi. Je ne les donnerai à personne. Seulement à notre Xiangyan. Quand j'étais petit, c'est vrai que j'aimais beaucoup les bonbons. Mais maman les donnait toujours seulement à mon frère, jamais à moi. Le gâté Suyankyu. Dès que maman ne regardait pas, il mettait le bonbon dans sa bouche devant moi et faisait claquer sa langue avec ostentation. C'est pourquoi, en grandissant, je n'ai plus jamais mangé de bonbons de ma propre initiative. Et j'ai même fini par détester le goût sucré. J'ai fait un pas en arrière et j'ai secoué la tête. Le sourire sur le visage de ma mère s'est figé un instant, puis est devenu nerveux et déconcerté. Elle s'est frotté les mains, a rangé les bonbons à nouveau dans sa poche avec soin, comme une petite fille qui a fait une bêtise. C'est vrai, tu es déjà si grand, et maman te traite encore comme un petit garçon. Elle m'a regardé fixement pendant longtemps, avec un mélange d'espoir prudent dans les yeux, et un repentir et une tristesse si dense qu'il semblait sans fin. Maman, ai-je finalement prononcé une syllabe silencieuse? Ah, a répondu ma mère presque instantanément. La voix élevée, pleine d'une surprise flattée. Son regard ressemblait beaucoup au mien quand j'étais enfant. Quand, après d'innombrables déceptions, je nourrissais encore le dernier et faible espoir de rêver d'elle. Sauf que cette fois-ci, les rôles étaient inversés, et c'était à moi de lui faire savourer cet espoir, pour ensuite l'éteindre de mes propres mains. Je l'ai regardé droit dans les yeux, qui s'était illuminé instantanément, et mot pour mot, d'une manière qu'elle puisse comprendre, lentement et clairement, j'ai dit, « Maman, je ne t'en veux plus ». Les yeux de ma mère se sont instantanément allumés d'une lumière immense, comme si un mourant avait trouvé sa dernière bouée de sauvetage. Mais ma phrase suivante est tombée aussitôt, écrasant complètement cette lumière, « Mais je crois que je ne pourrai jamais te pardonner ». L'expression de joie et de surprise sur le visage de ma mère s'est figée instantanément puis s'est brisée en 1000 morceaux. Ne sachant que faire, elle s'est agrippée fermement à un coin de son uniforme, serrant si fort que ses jointures sont devenues blanches. Elle a baissé profondément la tête, et ses épaules ont commencé à trembler sans contrôle. Il s'est passé beaucoup de temps avant que, d'une voix presque inaudible, entre 2 sanglots, elle ne dise « C'est bien, ça ne fait rien. Maman te doit ça. Ne me pardonne pas. C'est la chose à faire. Je crains que même cette dernière étincelle de mon âme ne puisse échapper à mon contrôle. » Après avoir fini de le dire, je me suis forcé à me retourner. Sans regarder en arrière, j'ai traversé le mur et je suis sorti de cette prison qui emprisonnait sa chair et son âme. Et j'ai aussi laissé derrière moi mon dernier lien avec ce monde. Après être parti, je ne suis pas allé immédiatement au lieu de la réincarnation. Mais, comme tant de fois dans mon enfance, j'ai cherché un coin tranquille où me blottir. Sauf que cette fois, il ne me restait plus de larmes à pleurer. Tout le ressentiment et la haine semblaient s'être évaporés en même temps que cet adieu final, ne laissant qu'une fatigue infinie, et un esprit vide. Cette nuit-là, je flottais au-dessus de la ville, contemplant les lumières des milliers de foyers. Soudain, le son urgent d'une sirène d'ambulance provenant de l'hôpital psychiatrique a déchiré le ciel nocturne. Mon cœur a frémi sans raison. Je me suis approché en flottant et j'ai vu qu'à l'extérieur de la chambre de maman, le personnel médical entrait et sortait précipitamment dans une ambiance tendue. J'ai entendu une jeune infirmière parler au téléphone d'une voix tremblante. C'est la patiente Mangiali. Cette nuit, son état s'est soudainement aggravé, montrant de graves comportements d'automutilation. Puis elle a raccroché. Bien que ma grand-mère fût déjà âgée, elle avait appris les terribles changements dans la famille. Peut-être qu'en tant que mère elle détestait les actions de sa fille, mais après tout, c'était aussi sa propre chair et son propre sang, né après 10 mois de gestation. À ce moment-là, peut-être ressentait-elle de la douleur, peut-être de la colère, peut-être de la confusion. Ou peut-être n'avait-elle plus de larmes et n'avait rien à dire. Je suis entré en flottant dans la chambre. Maman avait déjà été recouverte d'un drap blanc. Son âme n'est pas apparue immédiatement comme celle de Suyankyu et la mienne. Peut-être parce que son esprit s'était déjà effondré et que son âme était en morceaux, ou peut-être avait-elle elle-même complètement abandonné son existence. C'était bien ainsi, pour elle, pour moi. Et pour tout cet absurde et ce douloureux, c'était une libération. Dans mes derniers moments, j'ai flotté jusqu'à ma propre pierre tombale. Je voulais, avant de partir complètement,
faire mes adieux à moi-même, et à ce monde plein de souvenirs douloureux. Mais je ne m'attendais pas à y trouver une silhouette familière, Xiao. Elle portait une longue robe noire, sans parapluie. La bruine détrempait ses cheveux et ses épaules. Elle est restée là, debout en silence devant ma tombe, comme une statue sur le monument. J'ai pincé les lèvres, et un sentiment complexe a traversé mon cœur. Que venait-elle faire? J'étais déjà mort. Son numéro d'actrice n'était-il pas encore terminé? Je me suis posé à côté d'elle et j'ai regardé la photographie sur la pierre tombale, que la pluie avait rendue particulièrement nette. Elle datait de mon époque universitaire, avec un sourire pur, et un regard qui abritait encore un certain espoir en l'avenir. Maintenant, cela me semblait juste ironique. Soudain, Xiao a levé la tête, son regard perdu s'est fixé dans le vide. Mais ses yeux se sont rapidement remplis de larmes. Elle a esquissé un sourire plus laid qu'un pleur et a dit à voix basse dans l'air, « Xiangyan, c'est toi, tu as vu? Je t'ai aidé. Je me suis vengé. » J'ai frissonné violemment. Son regard semblait traverser les nuages, rencontrant celui de mon âme. « Après ta mort, j'ai fait semblant d'aller rendre visite à ton frère, et j'entrais et sortais de chez toi fréquemment. » Elle a continué, la voix entrecoupée mais avec une détermination de soulagement. « J'ai obtenu la vidéo de surveillance de Su Yankyu en train de trafiquer ta voiture. Je l'ai remise à la police. » À cet instant, en reliant tous les détails que j'avais ignorés auparavant, ce fut comme si la foudre m'avait frappé. J'ai tout compris instantanément. Après ma mort, elle était allée immédiatement sur les lieux désordonnés de l'accident. Même si elle paraissait calme et fragile, elle était en réalité une passionnée de mécanique et de modification de voitures. D'un coup d'œil, elle a remarqué que la fracture dans le système de freinage de ma voiture détruite n'était pas normale, elle ne semblait pas causée par l'impact, mais plutôt par un dommage délibéré qui, sous la pression, avait complètement cédé. Donc elle ne m'avait pas trahi. Ces mots sur le fait de se rapprocher de Su Yankyu, ces marques de superficialité intéressée, étaient toute une façade soigneusement jouée pour faire baisser la garde de Su Yankyu et de toute la famille. Pour pouvoir entrer et sortir de chez moi plus facilement et trouver la preuve clé qui pourrait condamner Su Yankyu. Même quand elle a fouillé ma chambre, ce n'était pas parce qu'elle espérait que je lui avais laissé quelque chose de valeur. Une fois de plus, je l'avais jugé avec la pire des malices et je l'avais calomnié. Une énorme culpabilité m'a envahi instantanément. Je n'ai plus pu me retenir. J'ai fait un pas en avant et j'ai tendu la main pour la toucher. Des joues froides et humides. Mon âme tremble, essayant d'enlacer son corps fin. Je suis désolé, Anand, de toute la force de mon âme, ai-je crié en silence, désirant ardemment qu'elle puisse m'entendre. Xiao enferme soudain les yeux, tremble et prend une profonde inspiration. Puis elle ouvre les yeux, et sur son visage apparaît un sourire baigné de larmes. Son regard semble se poser réellement sur mon visage. « Idiot !» murmure-t-elle d'une voix entrecoupée par les pleurs, mais avec une étrange tendresse. « En réalité, j'ai toujours pu te voir. Je croyais que seuls ceux qui m'avaient fait du mal, après avoir reçu ce qu'ils méritaient, par une forte obsession et un karma, pourraient voir mon âme. Jusqu'à cet instant, où je comprends soudain que c'était quelqu'un qui m'aimait profondément. Par un désir extrême et une affection profonde, elle a pu traverser les barrières de la vie et de la mort et enlacer brièvement mon âme. Et Xiao Anand, du début à la fin, à sa manière, silencieusement et ardemment, m'a toujours aimé. Je ressens un étourdissement, mon âme s'agite. Alors, pourquoi as-tu fait semblant tout le temps de ne pas pouvoir me voir? Xiao Anand tend la main. Ses doigts tremblent légèrement, comme tant de fois auparavant, il touche virtuellement le bout de mon nez. Bien qu'elle ne puisse pas me toucher, je ressens à cet endroit un léger chatouillement. Parce que je dois te venger pour toi, dit-elle d'une voix nasillarde, s'efforçant de paraître détachée. Si je parlais en l'air toute la journée, si je parlais toute seule, qui me croirait? Su Yankyu et tes parents, ne penseraient-ils pas encore plus que je suis folle, ou que j'ai des arrière-pensées? Pendant qu'elle parle, de grosses larmes roulent, mêlées à la pluie. Elle parcourt son visage pâle. L'air semble se figer à cet instant. Un torrent de souvenirs, vaste et chaleureux, accompagné de ce geste familier de toucher le nez, brise la barrière du temps et percute violemment le plus profond de mon âme. Le souvenir me ramène à l'été d'il y a 2 ans. Cet après-midi-là, juste après que nous ayons confirmé notre relation, ce fut la première fois que j'ai rassemblé le courage de lui ouvrir mon passé sanglant, de lui parler de ma famille, si malheureuse qu'elle en est étouffante. Ma mère partiale, mon père violent, mon petit frère toujours le favori. Après avoir écouté, il a gardé le silence un long moment, jusqu'à ce que le soleil couchant allonge nos ombres. Jusqu'à ce que je pense qu'il avait enfin vu ma vraie nature de fardeau, et qu'il soupesait comment s'éloigner de moi avec dignité. Juste au moment où mon cœur sombrait et que je me préparais à dire qu'on oublie tout, il a soudainement tendu la main. Du bout de ses doigts, il a doucement touché le bout de mon nez. « À quoi penses-tu, idiot ?» m'a-t-il regardé, les yeux brillants. Il reflétait la lumière chaude du crépuscule et ma silhouette. « Maintenant, tu m'as moi, n'est-ce pas? Maintenant, tu ne seras plus seul. Moi, Sean, je serai toujours inconditionnellement à tes côtés. » À l'époque, je pensais que ce n'était que les mots doux d'un amant passionné. Une promesse naïve de quelqu'un sans expérience. Je n'aurais jamais imaginé qu'il prendrait 3 années entières, même après ma mort,
de la manière la plus dangereuse, pour prouver qu'il tenait parole. Plus tard, c'est devenu un geste tacite entre nous. Chaque fois que je me sentais abattu, enveloppé par cette ombre familière, il touchait toujours mon nez ainsi, comme s'il pouvait chasser toutes les inquiétudes. Il tend la main, faisant un geste comme pour attraper quelque chose. Miraculeusement, je sens que ma main est doucement tenue par une force chaleureuse et ferme. Cette température, différente du léger froid de sa paume d'avant. C'est une chaleur qui provient de l'âme. Cette sensation bien réelle m'arrache au torrent de mes souvenirs. En plus, il sanglote, sa voix devient plus basse. Avec une peur et une tristesse infinie, j'ai peur que si je le dis, si je te vois et te parle, que tu crois que ton souhait a été exaucé, et qu'alors tu me quittes. Je ne peux pas le supporter. Mon cœur. C'est comme si une main invisible le serrait fort, ça fait tellement mal que je peux à peine maintenir la forme de mon âme. Je tends l'autre main, et effleurant doucement ses cheveux trempés. Même s'il ne le sent peut-être pas, je le fais avec le plus grand sérieux. Comment serait-ce possible? Je laisse échapper, et j'ai envie de me frapper pour ça. C'est la chose la plus indigne au monde, un mort. Comment pourrait-il partir? Mais si Anand semble m'entendre. Il lève son visage baigné de larmes. Ses grands yeux, noyés de larmes, deviennent encore plus clairs, et sont aussi remplis d'un attachement et d'une tristesse plus profond. Alors, il sanglote, regardant le prochain présage qui commence. Il me regarde dans mon silence qui est comme un acquiescement. Il baisse la tête et sanglote, puis la relève brusquement et s'essuie le visage avec force. Il a esquissé un sourire plus déchirant que n'importe quelle pleure. Alors, puisses-tu renaître dans une belle vie lors de la prochaine? Il a fait une pause, de toutes ses forces, d'une voix tremblante mais incroyablement claire, il a dit son dernier vœu, seulement, tu devras revenir me chercher. D'accord, je t'attends. Avant même de finir de parler, il n'a finalement pas pu se retenir, comme s'il avait épuisé toute sa fausse force, il a fait un pas en avant. Il a ouvert les bras, faisant le geste d'une étreinte serrée, bien que ce qu'il embrassait n'était que l'air froid et la pierre tombale glacée, mais j'ai eu l'impression de tomber dans une étreinte incroyablement chaleureuse. Je n'ai plus pu me retenir, avec la force de mon dernier regard, je l'ai enlacé en retour. Près de son oreille, j'ai laissé la seule phrase complète de mes adieux dans ce monde. Désolé, Anand, dans cette vie, je ne peux pas t'épouser. S'il y a une prochaine vie, je te trouverai plus tôt et je te ramènerai à la maison avec un grand mariage. Xian a semblé ressentir quelque chose, il a lâché sa main. Il a fait un pas en arrière, a retroussé sa manche gauche, sous la pluie battante. Sur son avant-bras pâle, un tatouage légèrement rougi était clairement visible. C'était un croquis simple de la photo que nous avions prise ensemble, celle que nous aimions le plus, une photo d'identité sur fond rouge. Deux têtes posées doucement l'une contre l'autre. Il pleurait, mais il souriait aussi. Et il a enroulé la manche pour me le montrer, c'est bon, Shu Xianyan, regarde. Je me suis déjà marié avec toi une fois. Dans la prochaine vie, je t'attendrai, j'attendrai que tu viennes m'épouser. Ayant résolu toutes mes inquiétudes, vu toutes les fins, ressenti le dernier véritable amour sans réserve, j'ai senti mon corps de plus en plus léger, comme si je devenais une partie de cette bruine. J'ai commencé à me dissiper et à m'élever sans contrôle. Le passage de la réincarnation s'est ouvert silencieusement au-dessus de ma tête, émanant une lumière douce et chaleureuse. Xian sanglotait sans pouvoir parler, mais il agitait désespérément la main vers moi. Il a crié de toutes ses forces, Shu Xianyan, dans la prochaine vie, tu dois être heureux. Sa voix a été dispersée par le vent et la pluie, de plus en plus lointaine. Même si nous ne nous retrouvons jamais, ce n'est pas grave. Tant que tu es heureux. Mon âme, avant de se fondre complètement dans cette lumière, s'est retournée, a jeté un dernier regard sous la pluie à cette silhouette solitaire mais droite, a regardé ce monde qui a apporté ma douleur et mon éphémère chaleur. Ensuite, j'ai ramené mon regard vers la lumière chaleureuse et j'ai esquissé un sourire paisible et soulagé, comme pour déclarer aux vivants et à moi-même que la fin de la vie n'est peut-être pas une fin, mais le début d'un autre voyage plein d'espoir.